On se retrouve pour un nouvel épisode de Entre Coach, toujours en compagnie des trois coachs du QSBD Forever. Moi-même, c'est pas poli mais bon, c'est comme ça. Charlie et Damien. Donc aujourd'hui, on a trouvé des sujets franchement qui sont vraiment vraiment cool. Donc on va vous partager tout ça. Et on va commencer en parlant d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'en parle beaucoup en ce moment avec mes athlètes. Simplement, en gros, la dynamique d'un bloc, quelle est son importance, comment vous la gérez, etc. Selon vous, quelle est la dynamique parfaite d'un bloc? Ok. Tu veux commencer ou il y a des choses qui Ah, t'inspirent? là, il est Moi, j'ai, en réflexion. Fort, moi, fort. j'ai un premier truc. J'ai l'impression que chez Corentin, c'est un peu la base du coaching, entre guillemets, et même de la performance. Parce que, typiquement, quand j'ai débuté, moi, personnellement, en tant qu'athlète, c'était un des premiers trucs sur lesquels il m'a éduqué en tant qu'athlète. Et même en tant que coach, du coup, j'essaye de retranscrire ça un peu à mes athlètes parce que la dynamique d'un bloc, c'est vraiment quelque chose qui va être assez important de comprendre correctement pour évoluer de la meilleure manière possible. Mhm. Moi, je mets un gros accent dessus parce que je trouve que ça a enfin, un impact plus important que ce qu'on pense sur plein d'aspects. Et surtout, c'est un truc qui peut vraiment se moduler en fonction des athlètes, en fonction de ce que les athlètes ont besoin. Et je trouve que ça a vraiment, c'est ultra important de comprendre que euh, la progression, ça vient, mais en la forçant, ça viendra certainement pas aussi bien, ou en tout cas d'une manière bien différente. Et genre, comprendre cette notion de, voilà, c'est pas parce que je commence mon bloc plus haut que je finirai mon bloc plus haut ou mieux, c'est déjà la base du truc, tu vois. Vraiment, en gros, se dire que c'est- en commençant plus bas nécessairement, mais en faisant des plus gros jumps, je pourrais arriver au même stade qu'en ayant commencé plus haut et en faisant des plus petits jumps, juste parce qu'en gros, je veux me convaincre que j'ai bien commencé mon bloc et que je me Mhm. sentais bien dès le début du bloc. Donc il y a ça que je trouve extrêmement important. Et après, il y a plein d'autres aspects. Typiquement, je trouve que le fait de bien gérer ces dynamiques de bloc, ça permet de gagner du temps. Notamment, je trouve que le deload ou le pivot est moins important quand la tête n'a Mhm. pas tendance à lâcher que des RPE 12 en fin de bloc ou Ouais. justement à commencer ses blocs plus bas. Ça fait un peu un mix des deux où t'as pas forcément besoin d'implémenter un pivot ou un deload à chaque bloc. Et du coup, tu peux gagner du temps. Et sur une saison, bah, Mhm. sur à l'échelle de 5 6 7 blocs, bah, tu peux gagner du coup un ou deux blocs en plus potentiellement. Ouais. Donc même de ce côté-là, je trouve que ça a un impact ultra important. Ça pourrait même être le sujet un sujet à part entière, le fait que toi tu programmes de moins en moins de deload ni de pivot, et c'est quelque chose qui était moins le cas avant, mais qui a un peu évolué avec ta manière de coacher. Et je vois ça en tant qu'athlète, et parce que bah, on discute aussi en tant que coach quand on programme un peu nos athlètes, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, que moi je mets moins en place, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler un moment ou un autre. Mhm. Pour revenir sur ce que tu as dit, Corentin, je suis très d'accord sur l'aspect pivot. C'est-à-dire que même si on garde la structure, on programme des pivots, si on peut se permettre de faire des pivots qui sont plus spécifiques et qui sont plus chargés de façon, ou des deloads qui sont plus chargés de façon globale, en fait, on peut quand même considérer ça comme une semaine d'entraînement qui fait progresser. Alors qu'effectivement, si l'athlète il s'est mis à 10 tout le bloc, ben, forcément, on va devoir faire un deload très très light et du coup, la semaine ne sert absolument pas à la progression, elle est juste là pour virer la fatigue. Mhm. Et l'autre point aussi que je trouve très très important, c'est vrai que c'est un aspect que moi j'aime beaucoup, c'est le point psychologique. C'est qu'en fait la dynamique, souvent quand on l'a dit aux athlètes, ils vont l'interpréter d'une façon progression, c'est-à-dire en gros je pars de ce point-là, je vais arriver à tel point et avoir une bonne dynamique me permettra de mieux progresser. Mais aussi d'un point de vue psychologique, en fait ça permet de créer une sorte de cercle vertueux, ce qui signifie que il y a une progression qui est constante, il y a une progression qui est linéaire sur le bloc, mais du coup ça impacte aussi le prochain bloc. L'athlète se sent bien parce qu'il fait des bonnes séances, qu'il réussit, donc il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'échec. Et du coup, il peut nourrir sa progression d'émotions positives et justement ne pas venir l'interférer avec de la colère, de l'énervement, de la frustration, qui justement peuvent mener à prendre de très mauvaises décisions d'entraînement par ego, en quelque Mhm. sorte. Je suis d'accord avec toi, je te coupe, désolé, mais je comprends, enfin, je vois de plus en plus ce truc-là aussi de. En fait, il vaut mieux. Comment dire? Il vaut mieux te sentir bien et savoir que tu peux faire plus plutôt que savoir où est ta limite, tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ça te permet justement de dire, bon, vu que je sais pas, bah, je verrai en fait. Et du coup, je continue à faire ça. Et plutôt que si tu commences ton bloc trop haut, par exemple, imagine, tu commences ton bloc sur un single à 8, t'es full hype, etc., bah, tu vas peut-être te voir ajouter 10-15 kilos à la fin du bloc. Alors qu'à l'inverse, si tu commences sur un single à la limite un petit peu undershoot, sans trop de hype, tu vas te dire waouh, ok, ça passe super bien, j'ai peut-être 20, 25, 30 kilos de plus, ou je sais pas trop, tu vois. Et du coup, comme tu es moins capable de te projeter sur ce que tu vas avoir en finalité, bah, tu te dis, voilà, en gros, je vais prendre ce que j'ai à prendre semaine d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, ton point le plus haut du bloc sera certainement plus haut, parce que tu te seras pas biaisé dans un sens comme dans l'autre, hein, parfois dans un bon sens, mais souvent dans le mauvais, en gros, bah voilà, je sais que j'ai que ça en plus, alors qu'en potentiellement, je pourrais avoir plus, quoi. C'est très vrai. Et il y a aussi un truc, je pense, qui est intéressant de noter, c'est que la dynamique d'un bloc est d'autant plus importante quand on fonctionne avec des RPE par rapport à des charges fixes, par exemple, parce qu'un athlète qui va avoir des RPE et qui n'a pas de charge fixe va
par définition pouvoir mettre la charge qu'il veut. Et du coup, en fonction de l'intention qu'il met, il va pouvoir mettre telle ou telle charge. Et du coup, parfois, il y a certains athlètes qui voient qu'en début de bloc, ils ont un format RPE 8. Et en fait, pour eux, RPE 8, c'est je prends mon ammoniac, je me hype comme un fou, j'y pense 3 jours avant. Et alors que quand, par exemple, on a une charge fixe, si ta charge fixe, elle est telle et qu'elle te donne peut-être un peu moins envie parce qu'elle est plus légère que ce que tu vas pouvoir faire à la fin du bloc, tu vas avoir tendance à avoir cette dynamique de bloc qui te sera imposée. Alors que quand on fonctionne avec du RPE, la dynamique de bloc, elle est entre guillemets, elle n'est pas encore réelle parce qu'on attend qu'elle se mette en place avec les charges au fur et à mesure du bloc. Donc c'est important de comprendre dès le début comment ton bloc va devoir fonctionner. Et une autre chose aussi qui est assez intéressante, je crois que je me souviens plus. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport à la dynamique d'un bloc, on peut comprendre et englober la dynamique d'un bloc, pas nécessairement qu'avec des charges, mais aussi, comme tu l'as dit, avec la gestion de la hype, la gestion de ton intention, mais aussi, est-ce que tu vas écouter des sons qui vont vraiment, vraiment te hype, ou alors parfois, si par exemple, on est en début de bloc et qu'on doit faire, par exemple, un doublé à 8, en fait, tu peux très bien faire un doublé à 8 avec un petit peu moins de hype, un petit peu moins d'énervement, tu vas peut-être pas prendre ton ammoniac, etc., etc. Mais tu peux aussi surtout mettre une intention de vitesse qui est enfin une intention globale, pas forcément que de vitesse, mais qui est tout aussi importante que sur un doublé à une certaine charge, avec une charge moindre. Pardon. Je prends un exemple un peu personnel. Avant, j'avais tendance à démarrer des blocs très hauts en termes de charge parce que je voulais squatter certaines charges. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je peux très bien squatter 20 kilos de moins, mais faire la barre la plus rapide que j'ai faite avec ça, la plus précise, la mieux avec cette charge qui est moindre. Mais vu que c'est quelque chose qui va passer rapidement, qui va être smooth, je vais en être tout aussi satisfait que si j'avais squatté 20 kilos de plus et peut-être un peu overshoot en début de bloc, etc. etc. Donc il y a plusieurs choses à réussir à comprendre avec cette notion de dynamique de bloc. Et moi, j'ajouterais même que la dynamique d'un bloc, elle se passe évidemment au niveau charge, comme on l'a dit, l'IRPE, gestion de la charge, ne pas commencer trop haut, ne pas trop se hype, etc., etc. Mais il y a d'autres choses, tout simplement comme la blessure, enfin les douleurs, pas forcément la blessure, mais si tu sais que tu as toujours une douleur récurrente qui va dire d'utilisation, qui vient au fur et à mesure du temps, qui est liée du coup à ton travail, le fait de commencer ton bloc plus bas, ça va pouvoir peut-être te permettre de mieux gérer ta douleur, donc du coup de mieux finir ton bloc et éviter d'arriver à un stade trop inflammatoire, trop rapide, qui te permettra de pas performer comme tu le veux. Et ça, c'est des choses à prendre en compte, parce que comme on l'a dit dans des réels précédents, il y a certaines techniques en power qui du coup sont de l'optimisation, qui peuvent amener des douleurs résiduelles, notamment je pense au low bar, au niveau des coudes des épaules, ou alors un gros pontage qui peut causer des raideurs au niveau du dos. C'est des choses comme ça qu'on peut vraiment gérer, traiter en fonction de l'athlète en question, et anticiper dans la progression d'un bloc pour éviter justement qu'il y ait des douleurs trop tôt, trop rapides, et du coup qui nous brident, ou en tout cas qui nous freinent, que ce soit psychologiquement ou pas, parce qu'évidemment lorsqu'on commence à avoir mal, c'est le moment où on se dit bon, je sais pas si je vais pouvoir pousser le bloc, je sais pas si je vais pouvoir faire plus ou mieux que ce que j'ai jamais fait, et en plus comme Damien l'a dit avant, ça met dans une mécanique un peu mauvaise où on se dit bon voilà, si j'ai déjà mal maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 2 semaines, qu'est-ce que ça va être dans 3 semaines, et du coup on commence déjà entre guillemets à se projeter vers un truc négatif, alors qu'à l'inverse ça pourrait être totalement le contraire. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que lorsqu'on calibre la durée d'un bloc sur la réponse individuelle de l'athlète, ça implique qu'arriver sur la dernière semaine, c'est cette semaine-là où on va avoir le pic de performance. Donc c'est là qu'on va être à même de performer. Donc si dès la semaine 1, on se dit ok, je vais faire une dinguerie, c'est peu probable que ça arrive, parce qu'en fait, il faut visualiser que la courbe de force d'un athlète, elle est en dents de scie en fait sur l'année. Si on prend une grosse durée de temps, elle est en dents de scie, ce qui signifie qu'elle monte au fil du bloc. Ensuite, elle va redescendre forcément un petit peu entre la fin du bloc et le début du suivant, et ainsi de suite. Et après, évidemment, le plus important, c'est que la tendance soit à la hausse sur l'année. Donc ça implique inévitablement qu'on ne va pas pouvoir délivrer la performance maximale qu'on a envie de délivrer sur chaque semaine, puisque justement, le but, c'est de la timer. Puisque le but de la durée du bloc, c'est ensuite de le timer sur la compétition. Donc, si ce n'était pas le cas, on pourrait faire des PR en fait, systématiquement chaque semaine à l'année, sauf qu'évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et après, il y a un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Et en plus de ça, je rebondis sur ce que tu dis, c'est même plus qu'un simple truc, c'est ultra important dans le sens où c'est ce qu'on demande en compétition. Oui. En compétition, on te demande de te dire voilà, là tu es à 6 semaines, dans 6 semaines tu dois performer, et pas maintenant. Oui. Et c'est pas parce que tu performes à semaine -2 ou semaine -3 et que tu es super bien que tu seras bien le jour J, justement. Et ça, c'est une notion ultra importante de soi-même presque réussir à se brider, ou en tout cas à timer sa performance. Et ça, c'est gérable encore une fois via la hype, via tous ces paramètres-là, en fait, via la dynamique d'un bloc. C'est-à-dire que quand on gère correctement son bloc, on peut se dire ok, je veux performer dans 4 semaines, je performerai dans 4 semaines. Et on peut
on va dire, optimiser tous les facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir performer dans 4 semaines. Alors évidemment, il y a plein de choses que tu ne pourras pas maîtriser à 100%, comme tes zones de forme, si tu as de la fatigue avec ton taf à côté, des choses comme ça. Mais il y a plein de trucs que tu peux gérer toi-même. Et si tu alignes toutes ces étoiles-là pour performer dans 4 semaines, bah, c'est un skill à apprendre et qui est ultra important pour un lifter parce que voilà, on te dit le 14 novembre, tu as une compétition. Le 14 novembre, tu dois performer. Et pas le 13, pas le 15, même, c'est pousser le truc une notion de quelques heures parfois. Alors évidemment, le keeper, c'est pas aussi proche que ça parce que la récupération, c'est un système global, il y a plein de choses qui rentrent là-dessus. Donc, on n'est pas forcément à des notions d'heures précises, mais plutôt de comment est-ce qu'on te visualise. Pour moi, je le visualise comme ça. En fait, si tu veux, le corps, il répond à ton stimulus que tu lui donnes et c'est à toi justement de donner les stimulus nécessaires pour qu'il arrive en forme à ce moment-là et pour que toi-même psychologiquement ou physiquement tu te sentes capable de faire ce que tu dois faire le jour J. Et ça vient par la gestion de tout ce qu'on a dit avant et de la globalité de la dynamique d'un bloc, que ce soit via le repos, via l'hydratation, enfin les trucs classiques qu'on connaît, mais tu as des trucs qui sont évidents, l'entraînement. Voilà, on en parle depuis avant. Comme je l'ai dit, le repos, l'hydratation, le sommeil, que ce soit de l'imagerie mentale, les choses que tu vas faire en prépa mentale à côté, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que tu dois timer pour performer le moment voulu, quoi. Je rebondis là-dessus parce que j'ai eu exactement cette discussion avec un athlète il y a 2 jours. Et en gros, cet athlète en fait me disait ouais, j'aimerais bien faire telle charge sur ce bloc. Et c'était des charges qui me paraissaient quand même relativement hautes vis-à-vis de la fin de bloc, sachant qu'il y a une compétition dans 2 semaines, je crois. Oui, dans 2 semaines, c'est ça. Et en gros, je lui disais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une séance individuelle ne va pas conditionner la réussite de ta compétition. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est la saboter. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te crames sur cette séance à 1 ou 2 semaines de l'échéance, ça peut effectivement impacter négativement ta performance. Et pour autant, faire une semaine, enfin à semaine -1, à semaine -2, faire que des PR sur chaque séance, ça veut pas dire que tu dois nécessairement faire une bonne compétition. Parce que comme tu dis, tu peux passer le stade où en fait, tu n'es plus en train de monter, mais tu commences déjà à décliner, quoi. Et donc du coup, en te rassurant, tu veux faire des PR pour dire voilà, je suis bien, et au final, tu arrives encore plus bas que ce que tu étais il y a 2 semaines, juste parce que tu as voulu, entre guillemets, forcer la chose, quoi. oui. Et l'exemple que je lui avais donné de façon très concrète, c'était de lui dire, en fait, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'entre un RPE 8 et un RPE 9,5, en fait, même si ça nous paraît beaucoup, sur une petite erreur technique ou voilà, une petite accumulation de fatigue, il peut y avoir que 5 kilos d'écart, en fait. Et le truc que je dis souvent aux athlètes, c'est si tu fais, je vais prendre des charges simples, un 200 RPE 8, ce sera beaucoup plus facile de te projeter sur se dire, ok, clairement, il y a 2,10, 2,15, 2,20, plutôt que par exemple, tu décides sur la séance en question, pardon, de mettre 205 et au final, tu te retrouves proche de ton max. Et une fois que tu as fait ton 205 à 9,5, te dire, ouais, bon, 2,15, 2,20, c'est peut-être déjà un peu plus hors d'atteinte. Donc, en fait, au final, tu gardes une espèce de marge que justement que tu pourras utiliser le jour J. Parce que, comme on l'a dit, cette marge, tu peux pas l'utiliser sur les semaines moins de ta post-pré-compétition parce que tu n'es pas encore sur ton pic de force, tout simplement. Et comme on l'a dit, ça revient un peu avec la gestion de RPE. Disons que plus tu es loin d'un RPE 10 et plus c'est difficile de savoir à quel RPE t'es et ce qui te reste dans le temps, comme on dit, ou en tout cas de marge. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, même si j'aime pas dire ça, tendance à être un petit peu un undershoot en tout cas, ou à toujours, quand tu as un choix à faire, prendre le choix intelligent en te disant au pire j'aurais pu faire plus, mais au moins tu peux pas te biaiser dans le mauvais sens, tu peux que te biaiser dans le bon sens, quoi. Sujet numéro 2, et on arrive sur le débat vraiment éternel. Genre quand tu commences la muscu, t'en parles, quand tu finis, quand tu finis la muscu, tu peux encore en parler. Et j'ai l'impression que le débat paraît simple pour les gens qui sont un peu expérimentés, mais en réalité, il n'est pas tant que ça. Du coup, ça va être la motivation versus la discipline. Qu'est-ce que vous en pensez de quel côté vous vous placez, ou est-ce que vous êtes plus nuancé, etc., etc. Alors, là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on est discipliné, c'est quelque chose qu'on va réussir à mettre en place, ou c'est des actions qu'on va réussir à mettre en place quasiment au quotidien. Et pour moi, la motivation, c'est un peu différent. Ça va être quelque chose, ça va être plus un objectif qui nous motive et qui va nous driver et qui va nous forcer d'être discipliné dans ce qu'on veut faire. Je prends un exemple simple. Tu veux être champion de France, tu es motivé par le fait d'être champion de France, mais pour être champion de France, tu seras obligé d'être discipliné dans ton entraînement. Après, il y a certaines personnes qui sont très motivées par l'entraînement, mais ils sont motivés généralement par le fait de performer ou alors de progresser. Mais en fait, si on prend le fond de la chose, on est motivé pour performer et progresser parce qu'on veut le faire en compétition, parce qu'on veut devenir champion de France, champion du monde, enfin ce qu'on veut. Donc je pense que déjà, il y a une temporalité qui est un peu différente entre la discipline et la motivation. Et il y a aussi, en fonction de notre expérience et de notre vision globale de notre discipline et la place qu'elle prend dans notre vie, est-ce qu'on sera plus discipliné ou alors, est-ce qu'on sera plus motivé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que il y a le truc qu'on entend toujours, en gros, il faut dissocier motivation avec des facteurs externes et internes. En gros,
Un truc tout bête, tu vas dans un Basify, il y a des gens qui te regardent, ça te motive. Ça, c'est un facteur plus ou moins externe. Et comme tu le dis, je veux devenir champion du monde ou j'ai cette ambition-là, ça c'est un facteur plus ou moins interne. C'est un truc que tu contrôles, un truc sur lequel tu as un pouvoir quasiment total. Alors qu'à l'inverse, tous les facteurs externes, d'environnement, etc., alors tu peux les diriger dans une certaine mesure si tu t'entraînes avec des gens qui sont dans le même mood que toi, dans une bonne salle, dans un bon environnement, etc. Mais vu que ça dépend d'autres personnes, tu ne pourras pas le faire tout le temps. Donc moi je pense qu'il faut baser la majorité de ses clés, enfin sa clé de voûte, en gros de sa fondation de la motivation sur des trucs internes, comme ça au moins tu peux les contrôler. Mais t'as toujours le truc assez simple de dire qu'en gros, comme tu dis, la motivation ça dure un certain temps. Quand tu l'as plus, il faut être discipliné. Et donc forcément si tu ne l'es pas, en fait tu vas fonctionner trop par pic. En gros, quand tu seras motivé, tu vas être à 100% et quand tu le seras plus, tu seras à 0%. Et on le sait tous que c'est la phrase classique encore un peu bateau, hein, mais la force c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, si tu peux gratter 5% via ta discipline en plus tous les jours, ce sera plus efficient que gratter 50%, 70% toutes les 3 semaines, 3 mois parce que tu es motivé. Quoi. Je suis d'accord. Je dirais que la discipline, c'est vraiment quelque chose qui va être récurrent. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois maintenir sur du long terme parce que c'est inévitable. Si tu n'es pas discipliné à un moment donné, limite, tu arrêtes ta pratique. Et la motivation, c'est quelque chose qui va être plus éphémère en fait. Donc tu as utilisé le mot de pic et c'est effectivement la façon dont je le visualise, c'est qu'en fait tu vas avoir des pics de motivation, c'est des stimulus en fait qui vont te donner envie et qui vont te conforter entre guillemets dans ta discipline. Et c'est vrai que de façon globale, on a tendance, enfin sur tous les discours un petit peu, pas motivationnels, mais un petit peu dans le genre, on a tendance à décrier justement la motivation comme quoi en gros c'est nul, ça sert à rien et il faut juste être discipliné, ça suffit. Mais je pense que même si effectivement la discipline à choisir est quand même plus importante que la motivation doit être là pour agrémenter ta discipline à long terme. Parce que si tu n'es littéralement jamais motivé, tu peux pas être discipliné pendant 10 ans si tu n'es jamais motivé au quotidien. Il faut que tu aies des pics, justement des stimulus. Et effectivement, ces stimulus doivent être principalement internes. Et je dirais même qu'au-delà d'être internes, ils doivent surtout être alimentés d'émotions et du coup, d'émotions qui sont positives. Parce qu'il y a certaines personnes qui basent leur motivation sur de la rage, de la colère, de l'énervement. Ce qui, à mon sens, à court terme, peut fonctionner, clairement, surtout sur des petites passes, si s'est passé quelque chose dans ta vie, voilà, ou si tu veux prendre une revanche sur quelque chose. Mais à très 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 long terme, si ta seule et unique source de motivation interne, c'est de la rage et de la colère, je pense pas que ce soit très sain mentalement. C'est un peu le principe de la vie de manière générale. Tu vois, quand ça t'arrive une couille, tu veux entre guillemets ta revanche. Et une fois que tu l'as plus, tu te sens mieux. Tu vois. Donc c'est sûr que si tu passes sans arrêt ton temps à remuer des trucs négatifs, en fait, à bout d'un moment, tu vas associer ton sport à un truc négatif. Tu vois. Du coup, tu es un peu dans une boucle infernale où tu fais que de broyer du noir et au final, tu t'en sors jamais. Tu vois. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut entre guillemets sortir la tête de l'eau et se dire ok. À la base, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça et pourquoi je vais continuer à faire ça, tu vois. Est-ce que je suis bloqué dans mon truc parce que j'ai toujours fait ça et c'est une habitude et que en gros je veux continuer à faire ça, ou est-ce qu'à l'inverse je prends les devants et je me dis ok, ça j'aime pas et je fais le tri et en gros je reprends le bon chemin, tu vois. Après ça c'est évident qu'en fonction des moments tu vas avoir des moments plus entre guillemets durs et compliqués que d'autres, et moi-même moi le premier, il y a des périodes des fois où je m'entraîne, je me dis putain ça me fait chier, tu vois, mais voilà, là pour le coup c'est 100% la discipline et je vais être en mode juste je le fais parce que je dois le faire, et en plus de ça je sais que j'ai aussi des comptes à rendre envers moi-même, tu vois. Si je le faisais pas, je me sentirais pas bien envers moi-même et donc du coup rien que pour ça je le fais. Mais comme tu le dis, en fait pour moi aussi la capacité à se motiver, c'est un truc important pour performer en fait. C'est-à-dire que tu auras beau être en mode machine, je sais pas, 70% du temps via la discipline, si les 30% où tu peux aller chercher de la motivation et entre guillemets te transcender et faire le plus que tu ne pourrais pas faire avant, tu le fais parce que tu en es capable d'aller chercher cette motivation, ça va vraiment faire la différence en tant qu'athlète, tu vois. Surtout en compétition. Ouais, mais même je dirais dans la prépa de manière générale, tu vois, si tu arrives à trouver le truc en toi qui fait que tu arrives à être motivé plus souvent, à te dire ok maintenant c'est le moment où je tape dedans, etc. Ouais, je suis En fait c'est ces périodes là où tu vas créer un élan positif et tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Et c'est ce qu'on disait hier, on en a parlé hier je crois justement, où on disait qu'en gros tu sais t'as ces périodes une fois par an où, je sais pas, où tu te dis ouais, tout roule, genre t'enchaînes des séances de ouf, t'es en mode et ça tu vois, ça commence via de la motivation où tu te dis ok je vais faire les choses bien, et en fait ça crée une boucle positive où tu te dis putain ça fait genre 3 blocs, je fais que des dingueries et au final je fais une performance de ouf. Et on va revenir sur ça, mais les gens qui me disent en gros pourquoi est-ce que tu squattes plus 360, et tu vois c'est ça en fait, ça, c'est la résultante de cette motivation que tu as au début qui fait que tu commences un bloc bien et puis tu en achètes un deuxième qui suit le premier et un troisième et tu arrives au point culminant de ton quatrième bloc et tu es en mode waouh j'ai jamais été aussi fort, tu vois. Et ça tout ça se crée, il y a une dynamique, tu vois, mais c'est difficile à reproduire parce que
justement ces facteurs externes de motivation te fatiguent. Enfin, tu vois, ça a un coût mental. Ça t'épuise entre guillemets psychologiquement, et tu peux pas le mettre en place de manière permanente parce qu'il y a forcément un moment où en fait tu pourras plus suivre le stimulus. Enfin, tu pourras plus réagir à ce stimulus comme tu le veux. Et donc il faut presque t'y resensibiliser en te disant ok, je fais une petite période où je chill à l'entraînement. Je fais ce que j'ai à faire en mode robot, même si j'aime ça, hein, tu vois, genre je suis en mode tranquille, et après je renverrai quand je me sentirai apte psychologiquement à refaire ça, tu vois. À mon sens, c'est souvent la raison pour laquelle justement on observe post-compétition soit une baisse de motivation globale, l'athlète il a envie justement de souffler, soit une baisse de performance tout court. Souvent le démarrage il est un peu difficile, c'est que tu as accumulé tellement de, pas forcément de stress dans le sens négatif du terme, mais tellement de stress sur ta prépa et avec toute la, une fois de plus, pression pas forcément négative mais que tu t'es mis, qu'ensuite il y a... Tu souffres, tu vois, il y a un lâcher prise psychologique, mais du coup aussi physique en quelque sorte. Et tu le vois même sur les athlètes de haut niveau, genre typiquement Lia, une des meilleures athlètes au monde, ça lui arrive quasiment après chaque compétition, elle prend une semaine off, tu vois. Moi je peux pas faire ça, mais je sais que du coup, après cette semaine off, elle va revenir plus proche de ses capacités maximales que moi en m'étant entraîné une semaine, juste parce qu'en fait elle sera en mode c'est bon, j'ai passé ce moment, maintenant je me remets dedans, tu vois. Alors que moi je serai encore dans la période où je serai en mode bon, je suis cuit, mais j'ai pas envie d'arrêter, donc je vais quand même m'entraîner, tu vois. Ouais, moi ça marche un peu comme ça, c'est un peu l'inverse. Et pour aussi pas mal d'athlètes où en fait parfois après la compétition t'es encore plus motivé parce que tu sais que t'as fait soit une bonne soit une mauvaise compétition, mais tu sais que t'es capable de faire mieux, ou alors t'as envie de faire mieux parce que tu te rapproches petit à petit de tes objectifs, et du coup ta motivation elle va partir en flèche. Et ça peut aussi être il faut faire attention à ça, ça peut être trompeur parce que du coup on peut partir dans des niveaux, enfin on peut essayer d'aller chercher des performances qui sont peut-être pas forcément obligatoires de venir à ce moment-là, si par exemple tu viens de finir une prépa, quelque chose comme ça. Mais je pense aussi que la motivation et la discipline, en fait, elles sont liées, elles peuvent pas être séparées, parce que un athlète qui est très discipliné, ok c'est cool, il va aller souvent s'entraîner, mais peut-être que vu qu'il sera un petit peu moins motivé, son entraînement il va être un petit peu plus passif, tu vois, parce que tu peux très bien être très discipliné, faire ce que tu dois faire tes séries de travail, mais sans plus, parce que tu vas le faire, parce que c'est comme ça, tu es obligé de le faire. Alors que si quand tu vas le faire à chaque fois, tu as un petit truc de motivation qui change peut-être à chaque séance ou quoi, parce que tu veux faire telle ou telle chose et que tu es motivé par un format ou quoi, sans forcément faire le zinzin, mais en fait forcément tu vas peut-être être un petit peu plus actif dans ce que tu fais et tu vas gratter 1%, 2% de performance en plus qui accumulés, je pense, pourront faire vraiment la différence. Et à l'inverse, quelqu'un qui est tout le temps motivé mais qui est pas discipliné, peut-être qu'un jour il va pleuvoir, il doit aller à la salle en vélo, ok il sera déter, mais vu qu'il est pas discipliné, il va se dire oh il pleut, vas-y j'irai demain, dès qu'elle a un entraînement c'est pas grave. Et ça du coup à l'inverse c'est pas top non plus. Ou alors quelqu'un qui est très motivé mais qui n'est pas discipliné, dès qu'il va prendre un coup derrière la tête parce qu'il va rater une compétition où il va se blesser, là ça va être de pire en pire, et comme tu l'as dit ça va être une boucle qui va se répéter. Donc c'est important de réussir à connaître qu'est-ce qui est ta discipline, qu'est-ce qui est ta motivation, et de garder les deux en tête et réussir à les gérer correctement. Et en vrai, c'est intéressant parce que tu parles de ça, mais toi, tu as l'exemple un peu sur ce bloc-là, où tu me disais justement le 4x6 qu'on a mis au terre, ça te chauffe. Et du coup, ça crée une dynamique positive de ouf sur ton terre, et t'as jamais eu un niveau. Enfin, ça fait un moment que t'as pas été aussi fort au terre, voire peut-être même jamais, je pense. Voilà. Et alors qu'il y a 3 semaines, t'étais en mode le terre, ça me casse les couilles, je savais pas quoi faire, tu vois. Genre, et c'est ce petit truc-là où tu t'es dit, ok, personne, tu sais, on en a parlé juste avant, t'allais faire ta séance le jour même, je m'en souviens, et t'es en mode putain, c'est pas mal, tu vois. Et depuis, toutes les séances s'enchaînent, et en l'espace de 3-4 semaines, même pas 3 semaines, 3 semaines, t'es à ton meilleur niveau au terre. Et surtout, je me rappelle que en fait, le format c'était un 4x6 avec une charge fixe, et Coco voulait que je commence à 2,20. Et moi, je lui ai dit, gros, 6 à 2,20, c'est genre quasiment un PR en une série à 10, tu vois. Genre, je serais jamais capable de le faire. Et en plus, je devais rajouter 10 kilos à chaque séance. Et en fait, ça m'a un peu motivé dans le sens où en fait si je suis capable de le faire, parce que si mon coach me dit que je peux faire ça, c'est qu'il sort pas ça de son chapeau et qu'il a pas mis une charge au hasard. Donc je me suis dit ok, première semaine juste j'oublie est-ce que je suis capable de le faire ou pas, juste j'y vais et je bosse, et je me suis rendu compte que c'est très bien passé, et après j'ai réussi à mettre plus 10 de semaine en semaine. Et en fait à force d'avoir ces choses-là et de me pousser dans ma motivation, je deviens littéralement plus fort, parce que là cette semaine j'ai fait mes séries de travail à 240, et c'est quelque chose que j'avais jamais fait de loin et auquel même je pensais pas que j'étais capable. Et là je suis persuadé que je peux faire la même chose avec 10 kilos de plus, parce que vraiment c'est un format qui m'a motivé. Et en fait c'est le format m'a motivé, donc j'ai fait une bonne performance, la performance m'a motivé pour la semaine d'après, etc., etc. Et du coup ça fait un bloc qui est très cool. Et c'est exactement l'exemple qu'on disait, en fait c'est un cercle vertueux ou à l'inverse vicieux, en fonction de comment est-ce que tu arrives à l'amener. Ça me fait un peu penser au proverbe qui dit il vaut mieux faire quelque chose d'un peu moins optimal mais que tu adores faire, parce que tu le feras à 100%, plutôt que et là du coup c'est un petit peu l'aspect motivationnel qui entre en jeu. C'est à la limite ça je suis pas trop fan de te mettre dans la planif, mais je sais que tu vas adorer, donc je te le mets, et du coup tu vas bombarder dessus, et du coup ça va être productif, plutôt que de faire une planif dans l'idée purement discipline où vraiment je te mets uniquement ce que je sais qui va fonctionner, mais je sais que ça va te saouler rapidement, et du coup en fait tu et là à l'inverse, tu vois, ce qui est intéressant c'est que
quand je lui ai mis ça, je pense pas que t'avais envie de le faire au début, tu vois. Non, en fait, on avait 4 discuté. fois 6 en même temps. Ouais, voilà, clairement. Et sachant que moi, en série longue, au terre, j'ai toujours été nul. Et en fait, avant, j'avais beaucoup de douleurs sur des séries longues, donc j'ai toujours un peu appréhendé ça. Et j'ai juste émis l'idée à Coco que les séries longues pouvaient être bien pour que je retrouve un peu une technique stable. Et pas 4 fois 6, tu vois, juste. Mais parce qu'on en avait parlé à un 17, moment, tu vois. je m'en souviens exactement, c'est. Moi, je t'avais dit, parce que j'avais eu un peu la même expérience au terme, je t'avais dit justement, Ouais. en fait, quand t'as des séries longues, tu peux te permettre de enfin, de louper ta première rep, mais t'en as encore 5 derrière pour le rattraper, tu vois. Du coup, en fait, t'es en mode, ok, j'ai fait de la merde, mais ça me pénalise pas trop vu que j'en ai encore 5 et je peux me rattraper. Et du coup, tu sais que tes 3 dernières vont être les meilleures, mais au moins, t'auras 3 bonnes reps. Alors que si tu vas faire que des séries très courtes où à chaque fois tes premières reps sont nulles, bah, en fait, tu vas faire que des reps nulles. Ouais, Du coup, tu auras une expérience pourrie et au final, bah, ça sera à chier. c'est ça. Alors qu'il vaut mieux te dire, ok, je sais que je pourrais pas être à 100%, mais si je peux au moins être à 50%, bah, je vais y être, tu vois, plutôt que de dire, bon, soit de 100, soit de 0, quoi. Ouais, carrément. Et puis, au final, le 50%, c'était 70. Et puis, cette semaine, toutes tes reps étaient bonnes, tu vois, dès la Ouais. première. Alors, c'est clairement gagnant dans le processus. Et là, c'était un cercle vicieux pour le coup, puisqu'on est passé de 0% de réussite à 100%, enfin, Ouais, de carrément. 10% de réussite à 100%, tu vois. Hmm. Donc, le cercle était tourné dans le bon sens. Puis c'est vrai que généralement les séries longues c'est bien pour ça, c'est que vu qu'il y a une charge absolue qui est plus faible, déjà il y a moins de pression parce que, à l'approche de la barre, parce que comme tu dis, tu sais que dans tous les cas si tu as un x6 au pire des cas tu vas en faire que 4, mais il y en a quand même 4 qui vont passer. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas ce stress un petit peu comme une single où tu te dis bah, en fait c'est soit ça passe soit ça casse dans l'idée. Et du coup c'est vrai que pour tout ce qui est amélioration technique c'est quelque chose qui est très très utile sur ce point-là. Je trouve particulièrement au niveau du terre, surtout parce qu'en fait, t'as pas l'excentrique Oui. pour te placer, pour te sentir, etc. Et du coup, tu sais que c'est beaucoup plus facile de foirer tes premières reps. Et du coup, ben, t'as ce système un peu d'apprentissage au fur et à mesure de la série en elle-même que t'as beaucoup plus au terre que sur les autres mouvements, je trouve. Ouais, au terre, sur des séries longues, en fait, ton excentrique, ça va être plutôt ta première rep. Enfin, c'est ce qui va vraiment driver le reste. Et bah, moi sur mes x6, à chaque fois, c'est la même chose. Là, je tire la première, je suis en mode, oh, c'est un peu dur. J'enchaîne. Et en fait, au final, je me place de mieux en mieux. Je me rends compte au fur et à mesure de la série que je suis capable de le faire. Et au final, ça passe super bien. Donc, pour le terre, c'est vraiment bien. Et d'autant plus avec un terre qui ressemble un peu au mien, donc avec les hanches assez basses et une stance assez large, où c'est un terre où on va avoir une technique qui va être assez précise. Et si on foire cette technique-là, par exemple, j'ai déjà raté des singles juste parce que je partais en avant et j'étais juste pas assez fort, mais juste techniquement ça n'allait pas. Et du coup, ce format-là me permet de répéter au maximum une technique qui n'est peut-être pas parfaite, mais répéter une technique qui est parfaite à 80% 6 fois d'affilée, c'est mieux que faire une technique parfaite à 100%, mais que tu vas pas pouvoir répéter tout le temps et surtout sur du lourd. Donc c'est assez intéressant pour ça. Moi, c'est un sujet auquel j'ai pensé il y a pas très longtemps. Et c'est, est-ce que faire du bench en soft touch peut améliorer ton sync et l'inverse? Alors, je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux, mais majoritairement, je pense qu'on va se tourner sur est-ce que faire du soft touch peut renforcer ton sync? Quelle est votre réponse? Moi, je dirais que dans tous les cas, il y a une réponse individuelle. Donc, en fait, si tu as un athlète qui fait du sync et. Pas drôle. On s'attendait à un oui ou non. Bah, en soi, oui. Voilà. Je suis plutôt sur du oui, quand même, clairement. Parce que, disons qu'un athlète qui fait du sync sur du long terme, s'il fait que du sync, il peut, à terme, justement, devenir un peu passif et perdre sa capacité à mettre son attention. Parce qu'il va se dire, dans tous les cas, en bas, je pose la barre, en fait, elle va s'enfoncer. Donc. Tranquille, je le laisse tomber et c'est terminé. Alors que justement, le fait de garder au moins peut-être une variation en soft ou même un comb bench, un soft touch du coup, dans la semaine ou une fois de temps en temps, permettra justement de forcer l'athlète à maintenir cette tension-là, puisque mine de rien, le sync crée beaucoup plus d'irrégularité sur la trajectoire. Et quand même, savoir maintenir sa tension permet de garder cette régularité pour éviter de laisser tomber la barre et qu'elle se barre dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y a un peu les deux écoles au niveau de ça, où en gros, tu vas te dire si tu signes trop, du coup, tu vas devenir très faible sur la position basse de ton mouvement, et donc, du coup, tu vas le ressentir un peu comme au terre, si tu es très nul à la position de départ, ton lockout va être forcément à chier parce que tu vas te déformer, tu vas aller avoir les hanches qui remontent, etc. Et là, c'est un peu le même principe. Si tu es très faible en bas de ton mouvement, vu que tu le pratiques pas, vu que tu signes tout le temps, tu vas peut-être te mettre dans des positions vachement compromettantes, et au final, tu pourras pas log à cause de ces positions-là. Et après, il y a l'inverse qui est l'autre école où on va plutôt se dire, au final, vu que en sync, en théorie, t'as pas besoin d'être fort en bas, mais parce que t'as un leg drive, ça va juste t'apprendre à encore mieux leg drive, en fait, à avoir une trajectoire encore plus efficiente, à mieux leg drive, à mieux pousser la barre vers l'arrière. Pour moi, ça va vraiment dépendre du sync en lui-même, parce qu'en fait, il y a plusieurs sous-syncs dans le sync, tu vois. Genre, il y a les gens qui sync, qui ont tendance à laisser partir vraiment les poignets vers les hanches, déformer une position et ensuite renvoyer vers l'arrière. Il y a les gens qui vont sync de manière très linéaire où juste ils vont tomber, la barre va s'enfoncer et elle va repartir quasiment comme un soft en fait. Moi je suis plutôt comme ça du coup. Et ce sync là du coup est beaucoup plus facile à gérer, demande beaucoup moins, enfin il y a beaucoup moins de déviations techniques, beaucoup moins de problèmes de trajectoire.
Et donc du coup, je pense que dans ce cas-là, t'as pas forcément besoin de travailler autant ta portion basse. À l'inverse, si tu as tendance à avoir le poignet qui part vers vraiment l'arrière, justement, je trouve que pas forcément une bonne chose en sync. Donc déjà, le fait d'avoir plus de contrôle en bas, de comprendre ce que tu fais et juste pas de laisser tomber ta barre, ça peut t'aider, donc de faire du soft. Et en plus de ça, tu auras besoin de plus de force pour renvoyer ta barre vers l'arrière, puisqu'en fait, tu vas vraiment avoir cette action motrice de je pousse vers l'arrière et vers le haut via le leg drive et via la poussée des muscles qui sont recrutés au niveau du coucher, quoi, enfin du bench. Euh, donc ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu pratiques ton sync. Et aussi beaucoup de choses. Est-ce que tu fais ton sync parce que tu dois aller à la depth, on voit beaucoup de femmes faire maintenant, ou est-ce que tu fais ton sync parce que tu es un gros et que justement tu as un gros leg drive, non mais tu vois ce que je veux dire, que tu as un gros leg Super, hein. drive et que du coup et que du coup bah, tu as besoin de ton leg drive. Encore une fois, en fait il y a plein de choses qui changent parce que typiquement les femmes qui sync, on sait que dans 95% des cas, elles ont sync. Si elles arrivent à repousser la barre et qu'elles décollent, c'est fini. Le mouvement est fini, il n'y a pas de problème. Elles Tu ont vois. pas beaucoup Alors d'amplitude. qu'inverse, à l'inverse, moi, je vais décoller la barre grâce à mon sync et mon gros leg drive jusqu'à mes coudes à 90 degrés. Et c'est là où, en gros, ça passe ou ça casse. Tu vois. Et donc, en fait, ça va faire des différences. Dans le cas de la femme, entraîner la position basse, ça va être vachement utile parce que du coup, ça va juste permettre de réussir à pousser la barre ces centimètres-là qui vont poser problème. Alors que pour moi ou pour un homme qui est dans ma situation, ou même une femme qui peut être dans ma situation, ça va être moins utile parce que du coup je sais que la portion basse sera pas faible en fait via le fait que je pousse quand même dans cette position là et que j'ai mon leg drive qui est très fort pour aider. Je suis assez d'accord et je pense que il y a aussi des athlètes qui font pas la différence entre les deux syncs que tu viens de dénoncer, donc celui qui va être un petit peu plus vertical et celui qui va potentiellement avoir un petit peu où la barre va rouler un petit peu vers les hanches et où on va avoir les coudes qui vont soit s'ouvrir très fort, soit se fermer très fort. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, je pense pas que ce soit vraiment optimal. Et en fait, pour les athlètes qui, par exemple, de base ont un sync assez léger, plutôt vertical, à force de pratiquer le sync et comme tu l'as dit, de se relâcher un petit peu sur cette partie basse parce que c'est le sync, on transitionne du sync un peu léger, assez vertical, au gros sync où la barre elle va rouler jusqu'au nombril et sans s'en rendre compte. Et du coup, on va perdre le schéma technique. Et je pense que du coup, pour corriger ça, ça peut être cool de mettre en place du soft touch pour que naturellement, on vienne recomprendre un petit peu le schéma qu'on doit exécuter sans forcément se dire je dois sync comme ça, mais plutôt je vais faire du soft et ça va me prouver entre guillemets que comme ça c'est plutôt pas mal que je me sens. Donc moi je suis assez d'accord, je trouve qu'il y a ça aussi. Et une chose aussi qui peut être ça c'est encore plus personnel, mais typiquement le sync pour certains athlètes ça peut avoir ça peut créer pas mal de tension au niveau des épaules, au niveau des pecs, pour plein de raisons. Et je pense que faire du soft touch, ça peut permettre, soit dans des périodes précises pour transitionner de telle ou à telle chose, ça peut permettre de réduire un peu les douleurs, ou alors d'un point de vue hypertrophie, ça peut être aussi sympa parce que ça change pas mal de schéma et d'activation, parce que c'est vraiment pas la même technique, et du coup, ça change beaucoup le mouvement. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par en rapport fait, à ça. tu viens de Moi, dire les j'ai- deux choses que je voulais dire en fait. Moi j'ai un petit truc à dire mais il faut que je m'en souvienne. Ah oui. Moi je pense qu'il y a des manières de pallier au fait en gros si tu sync et que tu sens que tu commences un peu à arriver dans tes travers comme tu le dis là, je pense qu'il y a des manières de pallier à ça. Oui. Et il y a des variations qui peuvent être adaptées au sync. Mm. Typiquement si tu fais du 3-7 pause et que tu fais ton 3-7 pause en bas de ton sync où tu es juste en mode bah je lâche la barre, ça n'a pas trop d'intérêt. Si tu sens que tu arrives dans cet extrême là et que tu veux pas y être, ce que tu peux faire c'est qu'en gros tu fais ta pause en soft, tu fais ton sync et tu repars, Ok. tu vois. Et du coup, tu peux adapter tes variations en fonction de ton problème à toi. Parce qu'évidemment, faire du 12 CT pause en sync, c'est beaucoup plus simple que faire du 12 CT pause en soft touch. Parce qu'en soft touch, tu as une action, en sync, t'es juste, bah, j'attends, je compte jusqu'à 12 et je pousse. C'est vrai. Alors certes, c'est quand même plus dur parce que tu perds tout ce qui est réflexe d'étirement, etc. Donc, le réflexe myotatique, j'utilise le terme exact, c'est exactement la même chose. Parce que après on va me dire oui mais il n'y connaît rien. Et non, j'ai fait un DE. Ouh, je suis coach diplômé. Mais voilà. Tous ces trucs là en fait tu vois ça peut être adapté en fonction de la problématique précise. Et moi je sais qu'il y a des périodes où je sentais justement que ça allait pas trop techniquement et j'ai fait beaucoup de 3 CT 5 CT pauses où je faisais ma pause donc dans une amplitude ultra faible pour moi parce que c'est une amplitude dans laquelle je vais jamais. Et ensuite je faisais mon sync et du coup forcément je réduisais de ouf les charges mais ça a eu un intérêt moteur pour moi et tu gardes du coup cet aspect un peu hypertrophie parce qu'au final ton temps sous tension est super long surtout par rapport à ce que tu as l'habitude de faire et encore plus dans une amplitude qui est faible parce que c'est ça qui fait la différence hein. Typiquement un mec qui squatte 400 kg en faisant des quarts de squat où on s'en fout un peu de la charge, mais tu vas le faire squatter juste dans une amplitude plus grande. Rien que le fait d'aller dans cette amplitude plus grande, ça va lui causer des dégâts musculaires énormes parce qu'en fait, y a ton corps s'adapte en fait. L'angle de pénétration, donc l'angle de création de tes muscles,
bizarre dit comme ça, mais en gros, comment est-ce que tes fibres se construisent, à quel point ton muscle a l'habitude d'être étiré, donc la tension d'étirement, la tension de contraction, etc. Bah, c'est des choses qui ont un impact important sur l'hypertrophie. Et donc tu peux, en fait, en jouant avec tes variations, combler entre guillemets ces problèmes-là sans forcément avoir besoin de faire du soft. Même si évidemment c'est plus complexe que juste on dit bon bah tu fais ce mouvement-là en soft et c'est terminé quoi. Je suis d'accord, c'est cool. Je dirais qu'un autre facteur qui permet de nuancer aussi, c'est l'expérience de l'athlète en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que si je commence à faire transitionner quelqu'un en sync, je vais dans tous les cas garder du soft parce que sinon il va être complètement perdu, ça permet de garder la base. Et à l'inverse, un athlète très expérimenté, effectivement, je pense qu'il pourra, comme tu viens de le dire, s'en tirer avec que du sync en adaptant peut-être quelques variantes. Éventuellement aussi, ce que moi j'aime bien faire dans ce cas de figure, c'est mettre un gros tempo sur la descente, genre du 4-1. Ça te force à garder ta tension, mais tu fais ton petit sync au dernier moment. Donc du coup, au final, ça permet de garder l'intérêt d'un soft touch tout en faisant quand même la spécificité du sync sur ton mouvement. Parce que techniquement, ça n'a rien à voir et pratiquer le sync en lui-même, c'est quelque chose qui est aussi ultra important. Et parfois, un peu comme le high bar et le low bar, pratiquer du soft, ça peut un peu niquer ta technique en sync. Donc là aussi, il faut doser et jauger la répartition du volume du coup de répétition que tu vas faire en sync, en soft, et en fonction des athlètes aussi. Il y a des gens qui pourront faire 90% de sync et 10% de soft se sentir bien, et à l'inverse, il y a des gens qui vont comp sync, enfin qui vont comp en sync et qui vont faire 90% de soft touch et ça changera pas leur technique en sync. Donc ça, il faut le voir en fonction de Mais de façon globale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilité dans le sync. C'est que la limite entre un soft touch où tu poses la barre plus un soft sync et un sync un peu plus appuyé, c'est vraiment très léger. C'est beaucoup de sensations internes en fait, de proprio. Et c'est vrai que c'est très facile de basculer en fait d'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord sur le fait que le sync, il faut quand même garder pas mal de fréquences d'exposition. Parce que c'est vrai que si tu enlèves du sync pendant un mois, par exemple, tu fais que du soft touch, c'est complètement en fait, surtout au niveau du timing du leg drive, ça n'a rien à voir. Ce que je dis toujours, le timing du leg drive en soft touch, il est beaucoup plus complexe. En sync, il est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, tu times ton leg drive avec le moment où tu pousses vers l'arrière. Et en fait, c'est ton leg drive qui initie le mouvement. Alors qu'en soft, c'est juste tu pousses pendant quasiment tout le mouvement. Tu pousses juste un peu plus sur la montée et puis voilà. En sync, c'est presque tu passes de je leg drive à 50%, puis quasiment 0, puis 100 ou même 110, tu vois. Et après, je retombe à 50, tu vois. Donc c'est vraiment totalement différent sur le timing et la puissance de ton leg drive. Mais c'est vrai que le soft touch, au final, tu pourrais définir des règles qui s'appliquent à 90% de la population sur comment bench, alors que le sync, non, ça va être vraiment beaucoup plus individuel. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et que tu peux modifier. Et donc, du coup, l'inverse, quand on fait du soft, mettre en place quand on fait du soft touch, mettre en place du sync pour progresser. Je pense que c'est moins intéressant parce que du coup, ça peut vraiment plus facilement niquer ta technique en soft que l'inverse. En fait, c'est un peu comme dire, enfin, si tu veux, pour moi, la technique de base de bench, c'est le soft. Le sync, c'est un truc en plus. Donc, c'est un peu comme le débat du tradi et du sumo. Tu vas plus facilement mettre du sumo à un mec, enfin, à un tradi, un sumo. Oula, tu vas plus facilement mettre du sumo à un mec qui tradit pour qu'il teste. L'inverse, c'est pas forcément vrai, tu vois. Un mec qui sumo, tu vas pas forcément lui mettre du tradi parce que c'est vraiment différent techniquement. Et c'est pas le même mouvement de base. Donc en fait, c'est un peu, voilà, si tu prends les trois mouvements, c'est le squat avec une barre plus haute, le tradi et le bench close grip ou en tout cas le bench soft. C'est un peu la sainte trinité où c'est le mouvement de base et après tu vas l'orienter power. Donc sumo à low bar et plus large ou soft, tu vois. Là, tu pars en couille après, ça y est. Bah en fait c'est si tu veux c'est j'abribe comme ça sumo. Si tu prends d'un point de vue par exemple purement recrutement musculaire, je suppose que du tradi c'est un peu plus d'intérêt que du sumo. Alors ça va pas travailler exactement les mêmes muscles mais quand même dans une grande mesure. Global, t'as beaucoup plus d'amplitude sur un tradi donc c'est plus intéressant. T'as une position qui est plus simple donc potentiellement plus accessible à tout le monde et c'est vrai sur le squat. T'es moins limité par des douleurs potentielles parce que t'as pas une position de hanche qui est extrême. Au low bar t'as pas une position d'épaule, de poignet qui est extrême. Au bench t'as une position plus serrée donc t'as plus, enfin tu vois c'est toujours ce truc là. Donc c'est plus simple d'adapter du plus simple, enfin du plus efficace d'un point de vue musculaire vers le power plutôt que dans l'autre sens puisque ça n'aura pas d'intérêt quoi. Je suis d'accord. Je dirais, je vais donner mon avis vite fait. Je dirais que le seul cas de figure où je mettrais, du coup, c'est quoi? C'est du sync à quelqu'un qui soft touch, c'est soit pour le faire tester, éventuellement, dans le cas où je pense que ça peut être une piste intéressante, soit éventuellement, même si on sait que c'est pas terrible pour lui, il y a un bloc où il a envie d'en faire, il me dit, vas-y, je suis chaud, écoute, voilà. Hein. Après, pour le coup, ça t'emmène dans des amplitudes vraiment que tu n'as jamais eu l'habitude d'avoir, donc ça peut être intéressant pour ça. Même pour le coup, pour une réhab, une blessure, je pense que ça peut être intéressant. C'est ce que j'ai. Parce que en fait, tu vas dans des amplitudes beaucoup plus. Et du coup, quand tu reçois, tu as l'impression que tu fais un quart de bench en fait. Tu vois donc ça peut être intéressant. Et après, là où il faut se rendre compte, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de sync par rapport à la depth pour avoir la depth. Et donc forcément, là, c'est un peu. Donc là, c'est encore un cas différent. En fait, ils le veulent pas, ils sont pas plus forts comme ça, mais ils doivent le faire quoi. Par rapport à la réhab blessure, j'ai un athlète à moi qui fait du soft de base, qui a un plutôt gros pontage et en fait la position de soft sur trop de volume lui faisait vraiment mal aux épaules, aux bras, il avait des grandes douleurs très diffuses dans les bras et en fait tout simplement le fait de sync avec la ceinture, donc vraiment on passe tu vois,
Ah, c'est pas lui. En fait, Le petit shout-out. on est passé du soft à vraiment du sync ceinture. Et en fait, aucune douleur dans les épaules, beaucoup moins de tension, des performances quand même moindres, mais il pouvait pousser les formats en fait, Ouais. sur lesquels il pouvait pas. Et surtout que les douleurs au bench influençaient sur son squat, etc. etc. Et donc, du coup, en fait, maintenant, dès que les douleurs reviennent ou quoi, il sait, parce qu'il commence à avoir un peu d'expérience, cet athlète-là, il sait qu'il peut faire du bench en sync, peu importe la variation qu'on a, il peut même mettre sa ceinture s'il le sent. Et ça permet de relancer un peu une dynamique La au bench, safe de se position. sentir un peu mieux. Ouais, clairement, c'est ça, tu vois. C'est genre, je suis un peu moins fort, mais au moins, je peux faire mes séries de 6 sans Bah, en douiller, fait, tu c'est vois. ce qu'on disait Et avant. En c'est fait, plutôt bien. c'est un peu le principe de il vaut mieux faire tout à 50% que Ouais, 100 parfois carrément. à 100 et puis appuyer à 0. Et pour le coup, là, je pense que l'exemple est assez simple. S'il met sa ceinture, il doit certainement moins ponter. Ouais, Oui. Donc ça change vraiment sa position. Quelle partie de son épaule c'est ça. touche le banc, etc. Donc comment il est placé, s'il a l'antéversion, etc. Et puis deuxièmement, bah, en fait, s'il sync, parfois les gens, enfin souvent là où on se fait mal, ou en tout cas là où on a des douleurs au bench, ça va être la portion basse. Donc si Oui. tu peux l'ignorer et la Exactement, compenser c'est par ça. le leg drive, bah, en fait tu peux corriger des problèmes, ou en tout cas des douleurs. Alors c'est pas corriger, c'est masquer, ignorer, Oui. ou Ouais, en fonction de carrément. ce qu'il y a besoin. Et là c'est le principe de l'inflammation, c'est-à-dire qu'en gros ton verre il est en train de déborder, bah tu fais un petit tronc de soupe pour que ça descende autant que tu remplisses, tu vois, le temps que ça aille mieux, et une Ouais. fois que tu as stabilisé ton Oui, bien niveau, bah sûr. tu peux revenir sur ta technique de base, quoi. Exactement. Alors, Autour de Damien de nous proposer un sujet. yes. Alors, je vais commencer d'abord par vous poser la question et ensuite je viendrai. C'est une petite hypothèse que j'ai concoctée dans mon esprit depuis quelques temps, donc j'ai envie de la partager. Euh, Quand on parle de la prise mixte vs le hook, est-ce que vous avez des indicateurs globalement en termes d'observation qui vont vous faire dire, ok, je pense que cet athlète il doit plutôt faire du mix ou plutôt du hook? S'il est en sumo, s'il est en tradi. Ok. Typiquement, c'est moins commun de voir quelqu'un tirer en mixte en sumo, et en fonction du sumo. Si t'as un sumo très large, dos très droit, ça va être quasiment tout le temps du hook. Si t'as un sumo un peu plus bourrin comme moi, le mix peut passer. La catégorie de poids, si t'es très haut en catégorie de poids, ça va être souvent du mixte, parce que tu vas pas pouvoir tenir ton hook, parce que tu vas juste être limité par Les la boudins capacité de qui ta te main, remplacent. c'est Ouais. ça. Si t'es très petit gabarit, tu auras des petites mains, donc tu pourras pas hook. Euh, Il nous fait le listing complet. Ouais, Je ouais, pense que je ça vais avoir fait- plus rien à dire. Attends, Je pense- je vais noter. Ouais, bah c'est je pense que c'est à peu près ça. Et après, il y a les préférences personnelles, et aussi juste l'expérience. Si tu as toujours hook, bah, je te conseille pas de faire le switch parce que ça va être très compliqué. Et à l'inverse, si tu as toujours mix, par contre, aller en hook, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Oui. Là, comme on l'a dit avant, la transition de l'un est beaucoup plus simple que l'autre. Voilà. En vrai, il y a un petit truc qui rejoint plus ou moins ce que tu as dit par rapport à l'expérience. En fait, j'aurais tendance à demander à l'athlète avec quoi il a commencé. Par exemple, le premier deadlift qu'il a fait de sa vie, il a fait quoi? Il a hook, il a mis des sangles en double pronation, il a mix, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que généralement, la première fois qu'on fait quelque chose, on l'a fait de la manière la plus naturelle possible. Sauf si on a un coach qui nous dit de faire ci, ça. Mais en fait, j'aurais envie de dire, quand tu as commencé, qu'est-ce qui te semblait le plus naturel? Et ça peut changer à terme. Typiquement, moi, c'est mon cas. J'ai commencé à faire du mixte. Au tout début, mon premier tradi que j'ai fait, c'était mon premier deadlift tradi. En plus, c'était du tradi, c'était en mixte. Et au fur et à mesure du temps, parce que ma position et ma technique a évolué, j'ai transitionné vers le hook. Mais je pense que c'est un bon indicateur de base de savoir qu'est-ce qu'a fait l'athlète au tout début, sans trop se préoccuper de est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça c'est mieux. Non, qu'est-ce que tu as fait toi naturellement? Et ça peut être un indicateur de ce qui peut lui correspondre, en plus de tout ce que tu as dit qui est assez juste. Et après, j'aurais un truc tout con aussi que j'aurais tendance à dire, mais c'est genre, bah, dans quelle position tu tiens mieux ta barre? Est-ce que tu tiens mieux en mixte ou est-ce que tu tiens mieux en hook? Typiquement, moi, j'ai fait les deux pendant un petit moment. Enfin, pas les deux en même temps, mais j'ai fait pas mal de mixte et maintenant pas mal de hook. Et en fait, en mixte, je me sentais très bien. Juste, je tenais pas mon grip, tout simplement. Et en fait, ce qui m'a fait switch, et aussi, ça me donnait des problèmes techniques, je partais en avant et tout. Et en fait, le fait de passer en hook, ça fait juste fait que je tenais beaucoup mieux ma barre pour quasiment la même chose. Et vu que je tenais mieux ma barre, je me sentais mieux techniquement. Et du coup, c'est ce qui a fait que moi, personnellement, je suis parti, j'ai transitionné vers le hook. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider juste dans quelle position tu tiens le mieux ta barre. Je pense qu'il y a des facteurs morphologiques aussi, notamment tout simplement la longueur du bras. C'est un truc tout con, mais en fait, si tu as les bras très courts, tu vas lock très haut sur les cuisses, donc tu vas avoir tendance à avoir tes mains qui frottent sur tes cuisses, et donc du coup, tu vas avoir tendance à avoir ton hook qui s'ouvre parce que tes cuisses frottent. Alors qu'à l'inverse, en mix, c'est moins vrai, puisque du coup, tu vas avoir que la main qui est en pronation qui peut frotter, et en général, quand tu es en mix, tu as toujours une main qui est en dehors ou à l'intérieur des cuisses. Enfin, t'es pas parfaitement symétrique. Donc du coup, ça va pas poser problème. Alors qu'en hook, tu vas forcément avoir une des deux mains qui va frotter et une des deux mains qui va s'ouvrir. Donc tu pourras pas compenser ça. Donc si tu as des bras très courts, globalement, le mix sera plus simple. Parce que tu vas pouvoir compenser, te mettre sur le côté et faire en sorte que la main qui ne doit pas frotter ne frotte pas, tu vois. Ouais, je
suis d'accord. Eh ben merci, c'était très instructif. Alors moi, du coup, mais les 2 petits facteurs auxquels j'ai pensé récemment, le premier, enfin, j'y ai pensé dans le sens où j'en ai pas trop entendu parler. Le premier, c'est l'ampleur du valgus du coude. Alors du coup, le valgus du coude, pour faire simple, c'est la dérive l'angle de dérive de l'avant-bras par rapport à l'humérus. Moi, j'en ai un qui est assez faible. Si on traçait une ligne, ça arriverait à peu près au niveau de l'annulaire, mais tu as des gens qui vraiment ont une dérive moi, j'en ai monstrueuse. pas mal. Voilà. Et je me souviens typiquement d'une fille que je coachais en STAPS qui avait un valgus monstrueux. Et du coup, la problématique, quand elle faisait du mixte, vu que c'était une débutante en FA, ben, c'était qu'en fait, c'était très difficile de savoir où placer sa main. Parce qu'en fait, si on lui faisait placer sa main assez symétrique, elle avait littéralement le coude qui lui rentrait dans la côte. Et sinon, c'est obligé à prendre une prise abusivement large alors qu'elle faisait 70 kilos. Quoi. Pour moi, le valgus seul n'est pas suffisant parce que souvent, enfin, sauf si vraiment tu as un valgus de fou Oui, furieux, voilà. bon là, c'est presque c'est pathologique, donc voilà. Mais en général, tu peux juste compenser en ayant un peu de rotation interne ou un Oui. peu de rotation externe. Tu peux compenser, avoir la barre un peu de travers, pas forcément sur les mêmes phalanges, et en général, tu t'en sors. Donc le valgus seul n'est pas utile. Mais forcément, si tu combines ce qu'on a dit avant, le fait d'être, en gros, d'être pronospinateur, enfin, en gros, d'avoir Ah, il faut que j'en parle. le fait d'avoir même pas pour parler de ça, mais juste d'avoir un valgus et d'avoir un manque de rotation externe, par Oui, exemple, là, oui, voilà, oui. c'est suffisant, tu vois. En gros, il faudrait presque faire une checklist où, en gros, tu as les 3 facteurs. Si Mm. tu en as 2 sur 3, Oui. c'est que tu peux avoir un problème, et donc, du coup, il vaut mieux peut-être aller vers le mixte, vers le hook que vers le Mm. mixte. Et donc je vais détailler ce qu'il vient de dire parce que c'était le deuxième argument, c'était en gros est-ce que tu es pronospronateur ou pronospinateur. Donc en gros c'est simple, c'est à humérus fixe, est-ce que tu es capable de faire une grosse supination? Moi typiquement pas du tout, je suis très loin de la supination complète. Par contre la pronation j'en ai une énorme, donc je suis pronopronateur. Et typiquement du coup ça implique quoi? Ça implique que si je dois me mettre en mixte, donc admettons je garde mes humérus fixes, face caméra, oui, admettons je garde mes humérus fixes, je peux pas faire une supination complète, donc je vais être obligé de faire une rotation externe assez conséquente au niveau de l'épaule. Pour me mettre en position. Sauf que du coup, forcément, ça crée une asymétrie et du coup, une position qui est inconfortable pour moi. Et pour moi, même pour faire un lien un peu plus loin que ça, je pense que la plupart des déchirures du biceps viennent à cause de ça. Oui, Les mecs qui ont du mal à aller en supination, ils ont du mal à donc garder ils vont le être bras tendu. prono, ils vont avoir du mal à garder le bras tendu, et en plus de ça, ils vont juste étirer leur chef long. Oui. Parce qu'en fait, en allant chercher en rotation externe, tu vas plus étirer ton chef long, et donc du coup, forcément, tu vas mettre plus en tension et potentiellement avoir plus de risques de blessures. Donc, comme on l'a dit, pour moi, en fait, c'est un peu une checklist. En gros, il faut voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'on parle pas de positif ou négatif, on parle de degrés de Oui. positif ou degrés de Oui. négatif. Mhm. C'est pas aussi simple que ça. Il faut en fait juste tester et concrètement voir. Parce que là, on met la théorie. En gros, on Oui, est en full oui. théorie en mode c'est un tac, 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 tac. Dans les faits, je pense que c'est trop complexe et varié comme problème. Et comme c'est des degrés, comme j'ai dit, et pas juste du positif ou du négatif, donc du noir ou blanc, il faut juste essayer, voir si tu te sens. Et je pense qu'en plus de ce genre de truc, être prono ou prono-supi, décidément, désolé. Prono ou prono-supi, c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps. Oui, bien sûr. Ta mobilité, elle est pas fixe, tu vois, elle Mhm. évolue avec le temps, et elle peut être impactée par ce que tu fais. Typiquement, si j'avais mix toute ma vie, je suis persuadé que j'aurais beaucoup plus Oui. de supination que j'en ai maintenant, tu vois. J'en avais plus avant, moi, Voilà. perso. Donc c'est des choses qui évoluent, notamment au niveau de ton épaule, c'est une articulation qui est vachement mobile, donc qui est assez malléable, et tu peux facilement gagner des degrés en plus de rotation, surtout que tu as beaucoup d'articulations mis en compte, parce que tu as l'épaule, dans une certaine mesure tu as la scapula, tu vas avoir le coude et le poignet, Oui. et après tu as toutes les phalanges. Donc en fait, si tu gagnes 5 degrés sur chaque unité d'articulation, à la fin tu as 30 degrés en plus, tu vois. Donc je pense qu'il y a en gros, tu peux aider les gens et tu peux en fonction de ça faire un profil en mode voilà, t'es plus enclin à aller vers là, mais la finalité c'est en gros mets tes mains sur la barre et puis tu vois quoi, tu vois. Et donc nous en tant que coach, on sait comment raisonner et chercher en fait l'information pour savoir ce qui est le plus intéressant. Surtout qu'en plus, ce qui est bien avec ce genre de sujet, c'est que souvent, juste tu testes et tu sais, c'est assez Ouais. instinctif. Sauf si tu tombes dans la case où tu es bien avec les deux, auquel cas, bon là, il y aura d'autres facteurs. Mais disons que c'est des petites pistes de réflexion pour ceux éventuellement qui n'ont pas de coach qui nous regardent. Voilà, ça peut être des facteurs soit de réflexion, soit d'explication de pourquoi vous vous sentez éventuellement pas bien du tout en mixte et très bien en hook ou inversement. Tout le monde à la maison en train de. Ils sont- ils vont Et se surtout retrouver. que, moi je pense que ces facteurs-là, comme Richard l'a dit, sont ultra impactés par ce que tu as fait en fait. Oui. Ce que tu as fait en premier, quand ton corps est encore très peu musclé ou malléable parce que tu es plus jeune, etc., pour X ou Y raison, ça va beaucoup te conditionner sur ce qui va te sentir bien, sur ce qui va être bien, sur ce qui va être plus simple à faire par la suite, tu vois. Ouais. Typiquement, moi, je fais jamais les bras. Même si tu me donnes une barre Z, je vais me sentir pas bien dessus. Tu vois. Oui. J'ai l'impression que je suis pas bien placé et Oui, tout. oui, Je suis oui. obligé de prendre des haltères, tu vois. Mhm. Alors que au début, quand je faisais plus de la muscu, j'avais aucun problème. Je pouvais presque prendre des barres droites et ça allait, tu vois. Ah ben, Maintenant, j'ai tellement plus l'habitude Maintenant, que c'est je mon galère, cas. quoi. Je me souviens que c'est mon cas, je faisais du curl barre droite olympique au début, et maintenant même une barre Z ça me cause des douleurs parce que j'ai vraiment énormément perdu en rotation externe. En Donc spination. si c'est malléable dans un sens, ça l'est certainement Oui. aussi dans l'autre. Du coup, la dernière chose le deuxième sujet que j'avais et que je voulais parler avec vous, c'est quelque chose d'assez actuel. En tout cas, moi, je le vois avec mes athlètes. C'est qu'il y a pas mal de compes en ce moment qui s'enchaînent entre les compes régionales du début septembre, là, le Salon Turker Meet Winter Edition qui arrive bientôt et les compes du début d'année.
parce que les championnats de France, je crois, sont courant avril, les championnats de France junior. Il y a pas mal de personnes qui veulent essayer d'aller chercher leur qualif et du coup qui vont avoir tendance à faire énormément de compétitions, ou même ceux qui veulent pas aller chercher leur qualif, mais qui sont déter tout simplement et qui ont envie de faire des compétitions et qui veulent enchaîner 2, 3, voire 4 compétitions en genre 6 mois grand max, voire moins même. J'ai eu une demande d'un athlète qui m'a dit il y a 2 semaines entre 2 compes, est-ce que je peux y aller? Je dis bon mon gars, tranquille, tu vois. Prends ton temps. Alors pour moi, ça dépend de beaucoup de choses. Un, ton expérience. Deux, ta KT. Plus t'es lourd, plus ça va être compliqué en général. 3, ton investissement dans ta prépa. Si tu fais une compétition de chill et que t'enchaînes les compétitions de chill, bah, c'est plus simple que si tu les fais à 100%. L'importance de ta compétition. En gros, est-ce que tu l'as fait pour kiffer ou est-ce que tu as un truc à aller chercher en particulier et du coup tu vas viser ce truc-là et surtout ton calendrier général, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es un sportif loisir du coup et tu fais juste des compétitions pour kiffer ou est-ce que tu as un objectif, un but précis, tu te dis ok je vais performer sur cette compétition-là donc du coup je vais me restreindre pour pouvoir performer sur cette compétition-là, tu vois. Si le mec il va juste en mode pour l'expérience parce qu'il kiffe ça, typiquement tu vois, c'est un peu un peu le but des Salvatore Kermit d'y aller pour kiffer parce que l'ambiance est incroyable, etc. Bah allez-y. c'est beaucoup plus logique du coup de les enchaîner parce qu'en fait juste tu kiffes le moment et t'es en mode je veux le refaire, tu vois, un peu comme tu vas voir un concert d'un mec que tu kiffes et tu veux aller revoir un concert, tu vois. Maintenant si tu le prends dans l'aspect purement sportif, je pense que c'est mieux de sélectionner ses compètes et de pas forcément en faire trop. Mais je pense que ça va vraiment dépendre de ton mood aussi, tu vois. Est-ce que tu te sens prêt à enchaîner la compétition ou est-ce qu'à l'inverse, tu sens que tu commences à fatiguer, que tu tires sur la corde et si tu te rends compte trop tard que tu tires sur la corde, bah ça risque de poser problème. Et après, il faut voir le truc à un minimum long terme, c'est-à-dire que plus tu vas enchaîner les compétitions, potentiellement moins tu vas pouvoir progresser parce que tu vas avoir cette phase dont on parlait avant de je suis un peu mou en post-compétition, donc je perds 3-4 semaines. Donc sur le long terme, faire 3, 4, 5 compétitions par an, tu perds peut-être 2-3 mois de prépa moins intensive parce que tu as voulu faire des compétitions. Donc c'est à toi de juger le pour et le contre. Est-ce que ton but c'est de progresser le plus vite possible ou juste de kiffer le moment, enfin, comme je l'ai récapitulé à l'avant, quoi. Si je devais faire une classification, en vrai, je dirais une à deux compétitions par an, bon, bah, c'est le rythme assez habituel, c'est classique. 3-4, ça va, mais je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, établir une classification d'ordre de priorité. C'est-à-dire que par exemple, il y en a 2 vraiment où je me donne à fond et 2 autres, c'est plus pour le fun, limite, c'est une espèce de SBD à 9 juste pour gagner une expérience. Au-delà de 4, je pense que pour le coup, c'est un peu saboté parce que, comme tu l'as dit, bah, à un moment donné, t'as plus le temps de faire des blocs pour progresser, quoi. T'as la semaine post où, quand même, bah, généralement, ça va être un deload. Peut-être un bloc pour te remettre un peu en train et tu auras un deuxième bloc pour progresser. Sauf que c'est généralement très très peu. Et surtout si tu es débutant. oui. Parce que si tu es un athlète de haut niveau, tu vas être amené à faire 3-4 compétitions par an, mais c'est des compétitions internationales. Donc déjà, tu te prépares pour ça. Tu te prépares pas pour faire 3 fois les régions dans la région différente et faire 4 heures de route pour y aller, tu vois. Donc je pense que ça a un rapport avec le niveau, mais effectivement... Pour le coup, c'est paradoxal parce que enchaîner les compétitions en étant haut niveau et en ayant un haut niveau, c'est plus complexe que l'inverse. Oui. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on te demande, tu vois. Quand tu es footballeur professionnel, tu fais des matchs tous les week-ends et c'est comme ça, tu vois. C'est un peu c'est la rançon du succès ou du jeu. Enfin, c'est le jeu, quoi. Donc après, tu peux les prioriser, même si c'est compliqué parce que quand tu fais de l'inter en général, tu peux pas te permettre de faire à moitié les choses, sinon tu vas juste te prendre une branlée. Donc c'est un peu complexe. Après, rien n'empêche de faire la passe sur certaines compétitions, tu vois. Si moi, par exemple, je faisais une saison pleine, je ferais France, Europe, Monde, l'Arnold, et je pourrais peut-être faire le Salvatore Kermit, tu vois. Ça me ferait 5 Après, il y aurait les World Games, etc. Voilà, et en fait, en fonction des années, tu peux en avoir plein, tu vois. Sheffield. Ouais. bientôt sur les écrans. Et du coup, ça fait beaucoup de comptes. Donc, au bout d'un moment, tu peux prioriser. Mais franchement, moi personnellement, au niveau, je préfère faire l'impasse que prioriser, tu vois. Parce que me dire que je fais une compète pour la faire à moitié, ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier. Bah, surtout que c'est un investissement en termes d'entraînement et psychologique énorme. C'est que tu squattes pas 120 ou 140. Ouais, mais même en dehors de ça, déjà, c'est le voyage, rien que ça. Oui, en plus. Ça coûte de l'argent en plus. Et c'est fatigant. Voilà, ça coûte de c'est l'argent. fatigant psychologiquement. C'est fatigant psychologiquement et surtout, tu te pousses un peu dans tes retranchements. Parce que tu vois, typiquement, là, on prend l'exemple des Europes que j'ai pas pu faire. Pendant toute la prépa, je serrais les dents, j'avais des douleurs, etc. Je poussais, et c'est logique, tu tires sur la corde, et au bout d'un moment, t'es en mode. Genre, ça t'a coûté quelques vies, tu vois. T'as pas juste des PV. Quelques vies. Et il faut voir ce que ça te rapporte, tu vois. Bon, là, au final, les événements se sont mal alignés, mais j'ai fait une vidéo là-dessus YouTube si vous voulez savoir exactement pourquoi j'ai pas pu le faire. Et du coup, j'ai pas pu le faire. Au final, tu te dis, j'ai perdu 10 PV pour rien. Enfin, pour rien. Oui. Pas pour rien, parce que t'apprends en tant que sportif, mais en fait, tu te prends tellement une claque que t'es en mode putain, ça fait chier, tu vois. Donc, il faut peser le pour et le contre. Vraiment, c'est la Après, principale. de notre côté, quand t'es débutant, je me dis, enfin, débutant ou intermédiaire, t'as une grosse marge de progression. Donc, en fait, la façon dont je le vois, c'est que ce serait dommage de faire 25 000 compètes
et du coup de pas avoir le temps d'exploiter cette marge de progression entre chaque compétition pour pouvoir justement à chaque fois venir sur la plateforme et faire des gros PR. Mais après, tu as l'argument un peu inverse Oui. où quand tu es débutant, tu as besoin de T'as savoir besoin- faire des compétitions. Oui, oui, Donc, oui. en faire plus, ça peut te permettre d'apprendre à les faire, de mieux les gérer, et donc du coup d'être plus performant là-dedans. D'autant plus que tu as besoin de moins de temps pour récupérer entre. Et en soi, rien ne t'empêche. Enfin, si tu veux, quand tu es débutant, tu demandes à un débutant de Maxa ou toutes les 3 semaines, il va progresser, tu vois. Oui, oui, oui. Donc en soi, c'est plus cohérent. Je pense que en fait, ça dépend vraiment de comment tu as ton approche, etc. Et puis quelles sont les convictions de l'athlète aussi. Tu vois, il y a des gens qui sont en mode non, je veux pas, justement, je veux être à fond, machin. Et des gens qui sont en mode non, moi ça me fait kiffer, je veux en faire. Tu vois. Ouais, en fait, il faut réussir à hiérarchiser un petit peu les compétitions que vous allez faire. Par exemple, sur un aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, mais c'est la catégorie de poids. Est-ce que tu vas faire un water cut, enfin, est-ce que tu vas faire un Ah oui, protocole c'est vrai. de perte de poids pour faire ta compétition? Si oui, et si ce protocole de perte de poids rapide va être assez intense, si tu vas perdre 4-5% de ton poids de corps pour fit dans ta KT et que tu veux le faire 3 fois d'affilée en 3 mois, bah, peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire parce que bah, faire un protocole de water cut, c'est déjà dangereux de manière générale. Donc les accumuler, si en plus tu n'as pas énormément d'expérience, bah, est-ce que c'est le bon call? Je pense pas. J'ai l'exemple qui me vient en tête. J'ai un athlète qui a fait une compétition il n'y a pas très longtemps et il s'est inscrit pour le Silent Turker Meet. En fait, il s'est inscrit pour les deux compétitions parce qu'il pensait qu'il allait pas avoir sa place pour le Silent Turker Meet. Au final, il a eu de la chance, il l'a eu. Donc on s'est demandé est-ce qu'on fait les deux ou pas. Lui, il avait vraiment envie de faire le Silent Turker Meet. Logique, c'est les meilleures compétitions de France. Et donc en fait, on s'est dit, on va faire la compétition régionale à laquelle tu t'es inscrite au poids. Donc on va faire un petit cut, etc., etc. Mais on va y aller tranquille pour prendre de l'expérience avant le Salon Turker Meet. Sauf que le Salon Turker Meet, on le fera pas au poids. Parce que le Salon Turker Meet, c'est une compétition à KT de poids ouverte, entre guillemets, où tu dois pas fit dans. Ouais, voilà, l'indice. Je suis un ouf. C'est pas ouvert, toi. KT de poids ouverte. Et en gros, bah, au Salon Turker Meet, tu te pointes, tu te pèses, tu fais le poids que tu fais et tu tires. Tu vois, c'est pas tu t'es inscrit en moins de 83 et tu dois faire moins de 83 kilos. Donc on s'est dit, le Salon Turker Meet, on va vraiment y aller en mode on va performer. Mais on va performer au poids de corps auquel tu te sens bien, etc. etc. Parce qu'il n'y aura pas vraiment ça va rien valoir de faire le poids, si ce n'est que augmenter ta chance de potentiellement contre-performer ou juste te sentir moins bien de manière générale sur une compétition qui t'est chère parce que c'est une compétition que les gens adorent faire. Donc il y a aussi ça à voir. Surtout comme t'en parlais, d'un point de vue dynamique, le fait de faire un water cut, souvent ça te met un peu, surtout quand t'as pas l'habitude, ça te met un peu une claque parce que tu te dis, ok, j'ai fait ça à l'entraînement, au final je fais au moins ou peu par rapport à ce que j'avais comme attente. Quand ton but c'est juste de kiffer, bah vaut mieux juste aller à la comp, te dire, voilà, je cut pas, je vais perdre plus 10 de ce que j'ai jamais fait all time, et je vais être en mode, je suis content, De tu ouf. vois. Alors que si tu Carrément. cut et qu'au final tu fais tout juste ce que t'as fait à la comp ou moins, t'es en mode, putain, hein, Mhm. je pensais faire mieux. Alors que Carrément. c'est évident que si tu perds 5% de body weight, ça va t'impacter, tu vois, dans une certaine mesure, du moins. Donc ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher des paires, d'aller prendre du plaisir. Déjà parce qu'un water cut c'est pas facile, Oui. et parce qu'il faut le gérer, ça veut dire qu'il faut avoir la baignoire, il faut avoir le temps, le timing, quand est-ce que tu te pèses, est-ce que tu peux le faire avant, est-ce Les que tu commences la connaissances veille, aussi. est-ce que tu sais le faire correctement, machin, voilà, plein de choses qui vont être des facteurs de stress. Et en plus derrière tu as la compétition qui sera évidemment moins facile à gérer pour X ou Y raison, il faudra falloir que tu gères ton refit, tu l'as mal géré. En fait, tous ces paramètres là c'est des paramètres en plus que tu n'as pas en temps normal, et si tu en foires un, tu vas foirer dans une certaine mesure ta compétition. Alors que si tu vas juste en mode voilà, je mange, je fais ma compétition et je rentre chez moi, De ouf. bah c'est beaucoup moins stressant pour plein de raisons que je viens d'énumérer, et en plus tu as beaucoup moins de chances de la louper, quoi. Mhm. C'est pour ça que dans le D'accord. cas d'un athlète loisir, ça peut être intéressant justement de ne pas s'enfermer dans une KT de poids relativement faible pour justement pouvoir profiter pleinement du plaisir de la compétition. Parce qu'en fait, si tu es à 70-71 à l'année, que tu n'es pas forcément compétitif et que c'est pas forcément ton objectif de l'être, si tu veux t'enfermer à 66 parce que tu estimes que c'est la KT la plus logique pour toi, bah, c'est probablement une erreur parce qu'en fait, tu te coupes, tu t'enlèves, j'ai pas le mot, tu t'enlèves Ouais. tout le plaisir de la compétition parce que automatiquement, De toute façon, le water cut, c'est clairement pas une stratégie qui est adaptée aux gens oui. qui veulent pas être compétitifs. Après, je connais Mhm. personne qui veut pas être compétitif dans une certaine Ouais. mesure, mais il faut peser le pour et le contre. Tu vois, si tu à 150 kg des minima France et que tu veux cut pour faire ta qualif, bah ça n'a pas Oui. de sens, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est- Maintenant, si tu peux vraiment jouer un truc, ou si tu veux jouer un truc pour toi, So bah Oui, le B. SO mon gars Barnabé. En fait, Mais- c'est ça, c'est que Maintenant, quand. si tu peux jouer un truc pour toi, même si c'est pour toi, parce qu'en fait, la compétitivité, c'est aussi personnel, tu vois. Oui, oui, Si oui. ton but c'est de battre un PR que tu as fait dans cette catégorie là, bah, là ça le Mhm. vaut. Et en fait, c'est toi qui cherches tes motivations et tes raisons. Et si elles sont suffisantes pour toi, on en a rien à foutre de ce que les gens pensent autour de toi, c'est suffisant, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut y réfléchir avant et pas juste se dire ah, oh bah je me suis inscrit, maintenant je vais le faire, tu vois. Hmm. Et enfin, en vrai, je pourrais rajouter un dernier truc sur
s'adapter tout simplement au profil psy de l'athlète, en fait, c'est-à-dire discuter avec lui. C'est vrai qu'il y a des athlètes, je sais plus qui c'est qui l'a dit, qui vont aimer faire que 1 ou 2 compètes par an pour vraiment que ce soit l'événement ultime où je me suis préparé et je vais tout donner, et d'autres qui justement vont limite avoir besoin de ça pour garder une forme d'adhérence à terme, parce qu'en fait, on parlait de motivation tout à l'heure, C'est bah, leur c'est leur motivation. stimulus, en fait, c'est leur Exactement. stimulus, c'est comme tu l'as dit, ça arrive pour beaucoup d'athlètes après une compétition, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, il y a une rage, en fait, on a envie de faire encore mieux, même si on a réussi, qu'on a fait une Et à super l'inverse, c'est compète. des gens qui ont besoin de cette deadline pour se sortir Voilà. du cul aussi. C'est Quoi. ça, ouais. Mais d'ailleurs, je l'ai eu avec un athlète récemment, effectivement, où on s'est rendu compte. Les entraînements, ils étaient un petit peu moyens. On a dit, bon, c'était pas une compète, mais c'était un mock meet. On va faire un mock meet. Putain, comme par hasard, les 2 blocs précédents le mock meet étaient excellents. C'est le petit plus qui fait la différence. C'est comme on ça. disait. Les quelques pourcents d'optimisation hors entraînement. Carré. Merci les gars, c'est cool. T'en avais un autre ou... Ouais, on parlait de compétition, gestion du stress en compétition. Vous avez 4 heures. Bah, en fait, encore une fois, ça va dépendre de l'importance de ta compétition déjà. Est-ce que c'est une compétition chill ou pas? Si c'est le cas, bah, stresse pas. Enfin, en tout cas, ça sera beaucoup Tu plus simple de stresses, moins arrête. stresser. Arrête. Non, mais en fait, dans le fond, si tu fais ça pour chill et que t'as pas d'objectif, on pose la question pourquoi je stresse en fait. Oui, Tu vois. oui. Et la réponse, ça sera certainement pas fondée en fait. Maintenant, s'il y a des objectifs, s'il y a comment dire, des choses concrètes qui peuvent t'amener à stresser, donc un poids, parce que t'es en compétition internationale, ou même pas ça, mais un truc tout con, t'as ta famille qui vient te voir et c'est important pour toi, ou c'est ta première compétition, ou machin, enfin, en gros, si t'as une raison valable de stresser, c'est normal en fait. Moi, quand je vais en compétition, alors que j'ai fait des dizaines de compétitions et même internationales, à chaque compétition, je suis encore en stress, tu vois, et c'est normal en fait, dans une certaine mesure, c'est juste à toi de faire en sorte que ce stress soit positif et t'amène à quelque chose de bien, et pas l'inverse. Toi, c'est une grosse problématique pour toi, non mais tu vois, on en parle, mais c'est une grosse problématique pour toi. Rien, gros. Lichard, c'est genre le mec qui stresse énormément et qui, en fait, t'es un peu genre un interrupteur. Tu vois, c'est-à-dire, soit tu passes dans le bon sens et ça te fait faire une dinguerie, soit dégringolade, Ouais, tu vois. carrément. Et bah, c'est l'exemple même c'est à toi de faire en sorte de gérer ton stress dans la manière qui te correspond pour en faire quelque chose de positif. Moi, je suis totalement l'inverse. Quand je suis sous pression, je fonctionne 50 fois mieux. Genre, ça me fait faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie et beaucoup mieux, tu vois. Donc, bah, tout bénef. Et en général, c'est une qualité que tu as en tant qu'athlète, de réussir à gérer ton stress et de l'amener à être positif. Mais ça s'apprend et avec le temps, etc., ça se gère de mieux en mieux. Donc ça va être ça. Après, il y a la gestion du stress. Il y a plein de choses qui peuvent te faire stresser, les standards, etc. Mais en fait, tout ce qui va être enfin tout ce qui peut générer du stress en général, c'est des choses que tu peux prévoir en amont pour faire en sorte qu'elles t'en génèrent le moins possible. Le poids, tu peux le gérer en amont pour faire en sorte qu'il te pose le moins de problèmes possible. Les standards, tu peux le gérer en amont pour qu'il te pose le moins de problèmes possible. Le lieu de compétition, ce genre de choses, etc. Tu peux savoir aussi, tu peux aller voir sur Google Maps, te dire ok, je sais ce que c'est, plus ou moins, je connais la place. Enfin, tu vois, genre c'est des trucs qui peuvent te rassurer. Réserver ton billet La à veille, l'avance, ouais, machin, voilà, etc. Ce genre de choses. Tu vois, venir un peu en avance, voir la compétition, tout ça, c'est des choses que tu peux gérer. Donc pour moi, tout ce que tu peux gérer, bah ça n'a pas lieu d'être. Il suffit de Tu le peux gérer. même les enlever du coup. C'est ça. C'est des sources de stress que tu peux enlever et que tu devrais enlever. Parce qu'il y a des sources de stress qui sont inévitables. Par exemple, est-ce que tu vas passer cette barre? Tu vois, par exemple, tu es à ton 3e terre. Si tu passes la barre, tu gagnes la compétition ou alors tu fais un maxi PR. Là, tu peux pas l'éviter. Là, tu es en face de la chose. Mais si tu stresses parce que tu sais pas si tu vas avoir ton train à l'heure pour arriver le matin à la pesée, bah ça, c'est quelque chose que c'est à toi de prévoir en amont. Et comme tu as dit, du coup, pour enlever ce facteur-là de stress qui peut être inutile. Parce que pour le coup, tout stress n'est pas utile, comme tu le dis. En fait, être stressé, ça peut t'amener à faire des bonnes choses, mais c'est pas pour autant que tu dois chercher à être stressé, tu vois. Ouais, Il faut quand même l'éviter autant que possible. Et après, il y en a qui sont pas évitables. Et dans ce cas, eux, c'est ceux qu'il faut gérer correctement. Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc pour moi, en fait, la gestion du stress en compétition, elle va être encore ultra personnelle. Chacun ses trucs de faire. Typiquement, putain, j'ai oublié son nom et je suis vraiment un connard. La 52 anglaise. Putain. Joy, voilà. Ouais. Qui lit et qui a une sucette dans la bouche. Avant, à Sheffield, elle a fait ça, tu vois. Et les gens sont en mode, haha, c'est trop drôle, mais en fait, c'est peut-être son truc à elle qui fait qu'elle le gère mieux, tu vois. Et dans ce cas, on s'en bat les couilles et c'est très bien pour elle, tu vois. Donc ça, faut juste l'adapter à la personne. Est-ce que tu as besoin d'être dans ta bulle, d'écouter ta musique et de répondre à aucun stimulus? Est-ce que à l'inverse, tu as besoin d'être hyper extraverti, faire des blagues, tu vois, respirer, machin, etc. Ou est-ce que tu as besoin de mettre des boules qui est-ce que tu veux être totalement insonorisé dans ton truc? Tu vois, ça va dépendre vraiment des gens. Et je sais que j'en ai parlé tout bêtement avec Antoine Garcia. Alors, c'était à quelle compétition? Je sais plus. C'était pas au France, c'était au Monde, où il me disait qu'en fait, en salle de chauffe, il y avait trop de monde, ça bouge dans tous les sens, ça le perturbait. Je lui dis, gros, ce que tu fais, c'est que tu mets tes écouteurs, réduction de bruit, et
tu fais ta rep, tu te poses par terre, tu te poses, tu regardes par terre et tu vois, Oui. c'est dans ta bulle, tu vois. Et il m'a dit, bah, ça m'a grave aidé pour mon squat, pour me focus, etc. Je me sentais beaucoup mieux, tu vois. Et ça, il faut juste en fait l'adapter en fonction du moment, tu vois. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir, typiquement ce qui est arrivé à Antoine, mais c'est quelque chose sur lequel il faut essayer d'avoir un levier et pas juste dire oh il y a trop de gens, ça me stresse. Non, il faut essayer de se dire il y a beaucoup de gens, ça me stresse, qu'est-ce que je vais faire pour réussir à pas être stressé? Bah, typiquement là, essayer de se mettre dans sa bulle, etc. etc. Et bah, comme tu l'as dit, ça va forcément aller un petit peu mieux. Ce que je dis souvent à mes athlètes, en fait, c'est qu'il faut comprendre que d'une certaine façon, le stress, il est inévitable. Le stress, c'est une forme de signal en fait qui te témoigne, que ton corps te témoigne que ce que tu es en train de faire est important et une certaine valeur ou éventuellement est risqué. Mais bon, là, on parle pas forcément d'un truc risqué. Donc, c'est plus que ça a de l'importance et de la valeur. Donc, en fait, le stress, il est là. Donc, avant la compétition, souvent les athlètes, ils me disent oui, je stresse avant la compétition. Oui, mais en quelque sorte, c'est normal et le jour J, tu seras stressé. Donc, il faut que tu t'y attendes déjà. Il faut que tu t'y prépares en amont. Parce que si tu découvres le fait que le jour J, au moment où tu arrives, après la pesée, tu es en mode mais je suis super stressé, allez, ok, c'est fini, tu vas te perdre dans ton stress. Et ensuite, pour pas se perdre dans son stress, parce que c'est vrai que souvent les gens qui ont tendance à être très stressés et à tendance un peu anxieuse, en fait souvent ils se perdent dans leurs émotions et après c'est fini, c'est un cercle vicieux. En fait, il faut que tu te concentres sur ton potentiel d'action. Donc déjà le potentiel d'action, comme tu l'as dit, sur tout ce que tu peux calculer en amont de la compétition pour pas avoir de surprise. Et sur l'instant T, c'est vrai que ce que j'aime bien dire aux athlètes, c'est que tout le facteur environnemental, il est indépendant de toi en fait. Tout l'aspect jury, etc., tu peux rien y faire. C'est comme ça, c'est le lieu de la compétition, c'est pas ta salle d'entraînement. Donc ça va automatiquement être un stimulus qui généralement va être plutôt négatif avec une forme de pression. Donc en fait, moi ce que j'aime bien conseiller aux athlètes, c'est de se focaliser sur ce qu'ils ont l'habitude de faire, voilà, sur ce que tu peux faire et ce que tu peux faire, et en l'occurrence sur le processus d'exécution. Ce qui signifie qu'en fait, tu peux par exemple, souvent je conseille ça, bah, tu fermes les yeux, tu fais de l'imagerie mentale et tu t'énumères dans ta tête les étapes de ton placement habituel que tu vas exécuter sur la plateforme. Parce que ça, c'est ta routine. Donc généralement, les routines sont confortables et automatiquement, tu occupes ton esprit à une réflexion volontaire. Donc automatiquement, tu peux pas te perdre dans ton stress parce que généralement, c'est vrai que tout ce qui est stressé, être anxieux, brouillé du noir, ça arrive en fait quand tu es posé, que tu fais rien et du coup, tu te perds dans tes émotions et là, c'est fini. Et même beaucoup plus simple que ça, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on disait avant. Tout ce que tu ne contrôles pas, essaye de le chasser en te disant, dans tous les cas, je peux rien y faire. Donc je vais le subir quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Et dans une certaine mesure, tous les gens qui vont faire la compétition vont le subir aussi. Donc on est à armes égales. Et en gros, toi, focus-toi sur ce que tu peux faire, ou ce que tu peux faire de différent, ce que tu peux faire de mieux, ou ce que tu peux ne pas faire justement pour être dans une meilleure situation pour faire ta compétition. Et ça, c'est évident que c'est vraiment la première démarche à avoir, et c'est la chose la plus simple. Alors, la plus simple en théorie, et en pratique, évidemment, c'est pas toujours simple en fonction de comment tu gères tes émotions, ton expérience, à quel point c'est important pour toi, ce genre de choses, etc., vont faire que c'est plus compliqué. Mais ce processus de dire voilà, j'ai ce problème-là, je peux le contrôler. Oui, dans ce cas, j'y réfléchis, qu'est-ce que je fais? Non, bon, tant pis, c'est comme ça et je l'accepte. Quelques tips pour mes gazos qui sont stressés, parce que moi je suis un gars stressé aussi. Ce que j'ai fait qui m'a vraiment aidé, c'est la semaine avant la compétition, les 10 jours même avant la compétition, c'est tous les soirs un peu d'imagerie mentale. Ça peut paraître cliché et débile et il y en a certains qui pourraient dire ouais ça sert à rien et tout. En fait ça dépend vraiment des personnes tout simplement. Et moi au début j'avais un peu tendance à dire ouais c'est pas utile. Bah en fait j'ai expérimenté et c'est méga utile. Et en fait ce que je fais perso c'est que chaque soir avant d'aller me coucher ou enfin peu importe le moment de la journée, moi c'était soit le soir soit le matin en me réveillant, en fait je m'imaginais un court passage de ma compétition en allant du début à la fin. C'est-à-dire que le soir numéro 1, je m'imaginais moi en train d'arriver à la pesée, en train de me peser. Le soir numéro 2, je m'imaginais moi en train de refeed. Le soir numéro 3, je m'imaginais en train de faire ma première barre au squat, ma deuxième barre. Et en fait, à chaque fois, je reprenais de zéro. C'est-à-dire que le soir numéro 6, je m'imaginais moi en train d'arriver à la pesée, faire mon refeed, faire ma première, deuxième barre, ma chauffe et tout. Et en fait, à force, c'est quelque chose que tu vas ancrer dans ton cerveau juste avant la compétition. Et le jour J, j'avais pas ce stress du poids, par exemple. Déjà, de un, je savais que j'avais bien géré mon poids parce que bah, c'est quelque chose qu'on essaye de gérer à l'avance. Mais en plus, c'est quelque chose qui, mentalement, auquel je m'étais exposé. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que ma journée se déroule de manière normale parce que dans mon imagerie, je sais que je vais stresser. Donc, je fais un peu la même chose le jour J. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Et un deuxième truc aussi qui peut être cool, c'est en fait, il y a un truc auquel on ne pense pas, mais comme on l'a dit, pour réduire un petit peu le stress, il faudrait essayer de réduire au maximum les facteurs que tu contrôles pas. Et du coup, je pense que pour ça, il y a des choix stratégiques à faire en compétition. Alors, ça dépend évidemment de comment va se passer la compétition. Si tu as une place à jouer, etc., ça peut être différent. Mais si c'est une compétition où tu n'as pas énormément de place à jouer, par exemple, c'est ta première compétition, ta deuxième ou même tes premiers France, mais tu sais que tu vas faire un top 10, mais tu es stressé parce que c'est tes premiers championnats de France, essaie en fait tout simplement de mettre des charges qui vont te conforter à l'idée de les faire.
Typiquement, si par exemple tu veux squatter 200 kilos, mais que tu l'as fait une fois il y a 6 mois et que tu es matrixé parce que tu veux squatter 200 kilos en France parce que c'est stylé, peut-être que ça va te faire ultra stresser parce que tu n'es pas sûr de pouvoir le faire. Alors peut-être que 195 kilos, bah, tu l'auras déjà fait plusieurs fois et mentalement, ça va beaucoup moins te stresser. Et du coup, aller sous la barre quand tu es persuadé que tu peux y arriver et aller sous la barre quand tu n'es pas persuadé, tu es stressé, mais tu veux le faire, tu as beaucoup plus de chances de réussir ton essai quand tu es serein avec ton choix, que tu sais que c'est un choix logique, que tu es capable de le faire, plutôt que quand c'est un choix un peu barbare juste parce que tu veux faire un gros total. Et en fait, si tu accumules ça sur tes 9 essais, bah, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la compétition, pardon, tu vas aligner le plus d'essais possible pour faire un total qui va être plus gros que le total si jamais tu avais fait ton 3 sur 9 parce que tu as que fait ton opener et que le reste, tu mets des charges de zinzin et tu es tellement stressé à l'idée de passer ta deuxième barre que tu auras tout, que ce soit techniquement ou pas, bah, du coup, mieux vaut voir à la baisse de 5, 7, 10 kilos, peu importe, mais réussir ça. Et déjà, pour ton confort personnel et pour l'estime de soi, tu seras beaucoup plus content de réussir une barre plus faible que de rater une barre plus haute. Surtout quand tu sais que tu es ultra stressé, en fait, il vaut mieux faire le Ouais, choix que voilà, tu vas exactement. pouvoir assurer dans une certaine mesure. En fait, c'est des statistiques. Si tu as 75% de chance de passer une barre ou 10 sur l'autre, ben, tu fais le calcul de toutes tes statistiques et en gros, tu sauras que mathématiquement, tu as plus de chances de faire une meilleure totale si tu fais ces choix-là. Donc, ça, c'est en fonction de chacun et du profil de chacun. Mais en vrai, je pense qu'il y a un truc aussi tout bête à côté de ça, c'est s'entourer de gens en qui tu as confiance ou qui peuvent t'aider. Oui. Typiquement, tu vois, le débat qu'on a eu souvent en compétition, où en gros, je te disais, écoute, gros, on fait ça maintenant et on. En fait, c'est presque comme si tu peux te reposer dans une certaine mesure sur la personne parce que tu sais qu'elle te connaît, tu sais qu'elle sait plus ou moins quoi faire ou comment réagir. Et donc, en fait, ça, c'est des trucs évidemment qui se construisent avec le temps, des relations qui se construisent avec le temps. Mais c'est aussi ça, par exemple, l'intérêt d'avoir un coach avec qui tu as une relation qui est claire. C'est qu'en fait, il y a un moment où tu dis écoute, là, je peux plus, je sais plus quoi Ouais, faire. moi, je fais Je vais rien, être un robot. C'est genre, je mets mes bandes, je fais mon truc, je me repose et le reste, c'est pas Ouais, moi qui m'en carrément. occupe, tu vois. Et ça C'est- permet de te prendre du recul, de te dissocier. Et du coup, de potentiellement, bah, en fait, moins t'as de choses auxquelles à penser, moins t'as de choses que tu peux louper, et donc moins t'as de choses qui peuvent te faire Ouais, je stresser. suis Quoi. d'accord. Je suis d'accord. Ben, en vrai, je vais ajouter 3 tips qui m'ont aussi pas mal aidé, parce qu'au final, c'est vrai que ça fait une petite liste. Le premier, c'est que ça c'est des anecdotes personnelles du coup, c'est que je me retrouve en fait en compétition à avoir un niveau d'éveil, un niveau de hype basal, si je peux dire ça comme ça, beaucoup plus élevé qu'à l'entraînement. Ce qui fait qu'en fait, si je me hype autant qu'à l'entraînement, je suis justement en excès. Je suis en sur-hype et en fait, ça me sabote. Je l'avais déjà fait sur une compétition, c'était catastrophique, pour c'était il y a longtemps. Donc en fait, je me hype juste moins. Je me hype typiquement pas du tout à l'échauffement. Je mets des musiques potentiellement un peu plus douces et je me hype éventuellement uniquement sur peut-être ma deuxième et ma troisième barre et vraiment, je reste beaucoup plus serein sur le reste. Le deuxième truc qui aide, qui va un peu dans ce sens-là, et ça, c'est plus un travail de respiration dans le cas où il y a pas mal de stress et même peut-être éventuellement un peu d'anxiété, mais c'est justement de respirer abdominalement par le nez pour justement favoriser le terme, parce que de façon globale, si on doit schématiser, inspirer par la bouche avec la cage thoracique, ça va plutôt générer de l'excitation, et à l'inverse, par le nez, de façon diaphragmatique plutôt, pardon, abdominalement, ça va générer plus de la relaxation. La cohérence cardiaque. Voilà. Et le dernier point, je pense que ça a été le plus récent et vraiment pas mal. De façon générale, je suis un lifter qui est très bon techniquement. Donc en fait, si je devais me reposer sur un seul truc sur lequel je devrais me faire confiance, c'est ma technique quand je dois exécuter sur une compétition. Or, justement, je me suis rendu compte que j'avais toujours tendance à douter de moi en fait. Et du coup, mon coach m'a dit essaie le dialogue interne positif, tu vois, pour te mettre en confiance. Et c'est vrai qu'au final, le fait de me dire dans ma tête, de me parler à ma main et de me dire tu sais le faire, tu as déjà fait 25 milliards de fois, tu es bon techniquement, tout ça. Mais c'est vrai que j'abordais mes barres avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de confiance et pas paradoxalement, mais en même temps en ayant moins la nécessité de me hype parce que justement j'avais pas autant de stress sur l'incertitude de réaliser telle ou telle performance. Parce que tu sais que tu peux le faire, donc du coup, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Et donc C'est au final, ça, t'as pas besoin de te hype parce que c'est pas exceptionnel. Quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ça tombe parfaitement bien parce qu'effectivement, comme Charlie l'a dit, on n'a plus du tout de batterie sur la caméra et on arrive à 1h20. Donc c'est parfait niveau timing. Donc voilà, c'est carré. Et on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on a bien carré le carré. Quoi. On a bien fait les quatre coins du carré. Quoi. Carré, Les quatre Allez, Des géomètres. côtés du carré. ça va drop ça sur YouTube. Allez, Spotify. du coup, comme d'habitude, Les n'hésitez pas architectes. à. En fait, qu'est-ce qu'on fait sur Spotify? Liker hein. On peut lâcher des commentaires? Sur Spotify, tu likes, tu t'abonnes, tu lâches un commentaire, tu partages, tu fais tout. T'envoies Voilà. tous tes potes. Faire tous. ça, franchement, ça aide pour le podcast pour qu'on puisse se faire Tu mets voir par plus 5 de monde. étoiles. Exactement, les et tu étoiles. peux répondre, tu peux poser une question ou donner ton avis en swipant vers le haut. Je suis un vrai podcasteur. Ah, tu connais. Et, en tout cas, du- voilà. Du coup, ça peut nous aider si jamais vous avez des recommandations ou quoi que ce soit. Si vous kiffez, écoutez, tant mieux, et faites-nous-le savoir. Faites-nous-le savoir. Oui, c'est ça. Exactement. C'était très français. Dites-nous, Merci de dites-nous. nous avoir écoutés et à C'était bientôt un plaisir. dans À très bientôt. Entre Coach. Au revoir.